Bonjour à tous, je vous propose ce matin de revoir deux auditions qui ont eu lieu la semaine dernière au Sénat. Alors la première, c'est celle d'Hervé Latsou, le secrétaire général adjoint de l'ONU, en charge des opérations de maintien de la paix. Comme vous allez pouvoir l'entendre lors de l'introduction faite par le président de la Commission des Affaires étrangères, Jean-Pierre Raffarin, les sénateurs veulent comprendre et interroger Hervé Latsou sur l'efficacité de ces 15 opérations de maintien de la paix dans le monde. Comment s'articulent ces opérations avec les armées locales, mais aussi avec les forces françaises sur le terrain? Et enfin, quel est le coût de ces opérations? Voilà, vous allez donc pouvoir suivre en direct l'audition d'Hervé Latsou devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Mesdames et Messieurs les sénateurs, je suis très honoré d'avoir cette occasion de m'exprimer devant vous. Et d'abord, je vous présente mes vifs regrets, mais l'avion a pris 1 heure de retard et donc ça nous a forcé à n'arriver ici que malheureusement à l'instant. En tout cas, je suis heureux de cette occasion de vous présenter à grands traits ces opérations de maintien de la paix. Si je puis me permettre, Monsieur le Président, en fait, c'est 16 opérations. 16 opérations qui rassemblent 125 000 hommes et femmes, militaires, policiers, civils, pour certaines depuis très longtemps. La première opération de maintien de la paix a été créée dans le contexte de la première trêve entre Israël et ses voisins arabes en 1948, et puis des opérations beaucoup plus contemporaines. Un mot tout de suite sur le coût de ces opérations. Pour cet exercice, 8 milliards 200 millions de dollars environ, ce qui est beaucoup, dans l'absolu, une forte somme, et en même temps, en comparaison, c'est ce qu'a payé chaque année l'armée américaine pour climatiser ses militaires en Afghanistan et en Irak. Le montant coïncide exactement. Donc ça relativise un peu les choses. Une autre base de comparaison, c'est que c'est 0,4% des dépenses militaires cumulées des pays du monde. Alors tout cela pour gérer des situations dont souvent personne ne veut vraiment s'occuper, des situations parfois gelées. L'exemple que l'on peut en donner, c'est la question des hauteurs du Golan, encore que ça ait pas mal bougé dans le contexte des événements en Syrie ces dernières années. On pourrait également citer Chypre, et voyez-vous, sur Chypre, on sent depuis l'an dernier des frémissements. Les partis chypriotes, pour la première fois depuis 50 ans, ont commencé à progresser vers un règlement. J'ai été impressionné personnellement par l'engagement du président chypriote et du chef de la communauté chypriote turque. Ils sont du même village. Vous me direz, ça aide peut-être, mais il y a d'énormes contentieux à régler. Mais enfin, cette mission qu'on considérait comme irrémédiablement gelée va peut-être se dégeler plus tard dans l'année, c'est en tout cas ce qu'il faut espérer. Et puis des situations de plus en plus liées à des situations en fait de crise, essentiellement en Afrique. L'Afrique représente 80% de nos effectifs, des crises actuelles ou des sorties de crise, et des processus dans lesquels nous avons des mandats de plus en plus complexes, qui consiste à la fois à essayer d'amener une stabilisation de la situation sécuritaire et dans l'immédiat et parallèlement de veiller autant que faire se peut au respect des droits de l'homme et à la progression de l'état de droit. Alors certains de ces processus en fait avancent bien. Nous avons eu plusieurs réunions à New York ces jours-ci. Il appartiendra au Conseil de sécurité d'en décider dans les semaines qui viennent. Mais nous avons la perspective de fermer 3 missions dans l'année ou les 2 années qui viennent. Mission accomplie. Je pense à la Côte d'Ivoire, où après les élections présidentielles de l'an dernier, qui se sont passées dans de bonnes conditions, la situation est bien meilleure. Alors, je n'aurais garde de mentionner évidemment l'épouvantable attentat de Grand Bassam il y a quelques jours, mais qui se situe dans une autre problématique. Et d'ailleurs, dans le contexte de laquelle, m'est-il revenu, les forces de sécurité ivoiriennes ont été plutôt performantes, certainement beaucoup plus que celles du Burkina Faso après l'attaque terroriste de Ouagadougou il y a 3 mois. Donc la Côte d'Ivoire, dossier quasiment en train de se clore, le Libéria également, ce qui ouvre au passage d'ailleurs une perspective beaucoup plus réconfortante pour l'Afrique de l'Ouest. Si on le compare à ce que la situation était dans cette région il y a 15 ans,
des massacres ethniques par milliers, dizaines de milliers, des pays complètement déstabilisés aux mains de groupes absolument invraisemblables. Bon, alors il y a de nouvelles menaces, il y a Boko Haram, il y a Al-Qaïda un peu plus à l'est, mais voilà, je pense que les choses quand même vont dans le bon sens. Comme elles vont dans le bon sens en Haïti, où malgré les palinodies actuelles qui se traduisent par une incapacité pour le moment à terminer, à achever le scrutin présidentiel, malgré tout, la situation s'est là aussi beaucoup améliorée et je pense qu'on va pouvoir fermer cette mission-là aussi dans les 18 mois qui viennent. Alors restent évidemment les missions les plus lourdes en termes humains, en termes financiers et en termes de perspectives. Alors il y a le secteur sahélien, avec évidemment la mission au Mali, qui est complexe, mais dans laquelle je pense nous progressons. Plus à l'est, la Centrafrique, où je dois me rendre à la fin de la semaine prochaine à Bangui pour l'inauguration du nouveau président, Faustin Archange Touadéra. Et je crois que là aussi, malgré les difficultés, on a franchi des étapes significatives. Et puis alors, cet arc de crise qui va du Soudan, Khartoum, le Darfour, au Sud-Soudan et qui se prolonge sur la Corne de l'Afrique, la Somalie, qui n'est pas une opération des Nations Unies, mais qui pose de gigantesques problèmes. Et puis la République démocratique du Congo, où je pense on a progressé, mais on est encore un peu loin du compte. Donc je vous l'ai dit, nos mandats contemporains, ils sont qualifiés de multidimensionnels parce qu'ils couvrent un spectre d'activités considérable, souvent excessif d'ailleurs, parce qu'en réalité on en perdrait un peu le sens des priorités. Mais en même temps, c'est vrai qu'il n'est pas illégitime de protéger non pas seulement les civils dans leur ensemble, mais de protéger de manière spécifique les femmes, les enfants, tous ceux qui sont les premiers à souffrir. Et je dois dire que, d'un mot simplement, personne ne s'y intéresse beaucoup, me semble-t-il, en Europe, ni même en Amérique du Nord d'ailleurs, mais le conflit du Soudan du Sud est une horreur. Depuis 2 ans, bientôt et demi, on en est, c'est mon estimation, à 50 ou 60 000 morts, à 2 200 000 réfugiés déplacés, c'est-à-dire 1/5 de la population du pays, des dizaines de milliers de femmes violées, surtout que maintenant l'armée sud-soudanaise a, on le sait, une politique avérée d'utiliser le viol comme instrument de conflit, des dizaines de milliers d'enfants recrutés de force dans les différents groupes, et une incapacité du gouvernement comme de l'opposition armée, à s'entendre pour faire avancer le processus de paix qui a été défini par les pays de la région dans le cadre de cette organisation qu'on appelle l'IGAD. J'étais à Juba avec le secrétaire général des Nations Unies il y a 2 semaines. C'est scandalisant. Vraiment, la manière dont ces responsables politiques n'ont cure à aucun titre, en aucune façon, des souffrances qui sont celles de leur peuple. Le Soudan du Sud, ce qui est maintenant le Soudan du Sud, a connu 30 ans d'une guerre civile assez épouvantable, mais jamais à l'époque les Sud-Soudanais n'ont souffert autant qu'ils ne souffrent actuellement. Et en plus, ils vont avoir dans 3 ou 4 mois, très probablement, une famine qui va affecter la moitié de la population. Donc vraiment une situation assez décourageante dans laquelle nous faisons ce que nous pouvons. Nous avons 200 000 réfugiés sur nos bases, parce que si on ne les avait pas accueillis au moment le plus chaud de la crise, ces gens-là, pour la plupart, seraient morts à l'heure qu'il est. Mais qu'en fait-on? Et nous sommes condamnés à gérer ça à la semaine, mais sans perspective d'un règlement qui permettrait de dépasser tout cela. La République démocratique du Congo, où on a franchi, je crois, des étapes décisives, quand on a réussi à reprendre le contrôle de Goma, au Nord Kivu, de battre à plate couture, si vous passez l'expression, ce groupe dit M23, qui était en fait des mercenaires plus ou moins étrangers.
Mais il nous reste des groupes extraordinairement tenaces et redoutables. Je pense aux rebelles ADF, qui sont en fait des Ougandais, réfugiés au Nord Kivu, et qui régulièrement descendent la nuit sur un village, égorgent 50 personnes et repartent toujours la nuit pour aller se cacher dans la forêt. Alors, il y a cela, il y a les FDLR, qui sont des rebelles d'origine rwandaise, il y a les Maï Maï de je ne sais combien d'obédiences, et tout cela dans un pays qui a retrouvé globalement une assez bonne stabilité, mais qui devrait normalement s'orienter vers des élections présidentielles en octobre. Il est clair que ces élections n'auront pas lieu en octobre et que tout ceci va être générateur de tensions dans un pays dans lequel, par ailleurs, l'espace politique a eu tendance à se rétrécir ces derniers mois. Et nous y étions également avec Ban Ki-moon dans ce même voyage il y a 15 jours. On a dit avec beaucoup d'énergie à président Kabila qu'il fallait absolument corriger tout cela. Alors dans ces opérations, c'est vrai qu'il n'y a pas de modèle. Il y a toute une série de formules différentes qui vont de l'opération gérée par une autre organisation. Je pense à l'opération AMISOM en Somalie, qui est financée en partie par les Nations Unies, par l'Union européenne, mais qui est menée par des troupes africaines, dans des conditions d'ailleurs d'efficacité contestables. Il y a l'opération mixte, hybride, que nous avons au Darfour, qui est une opération co-gérée entre les Nations Unies et l'Union africaine, mais intégralement financée par les Nations Unies et en fait commandée sur le plan politico-militaire par nous. Enfin, c'est une opération quand même conjointe. Et puis, il y a des opérations sui generis dans lesquelles un pays ou un groupe de pays a pris un peu le chef de file, la tête de file, et évidemment, le meilleur exemple, c'est le Mali, dans lequel, sans l'initiative française, au moment où Bamako risquait de tomber entre les mains des groupes djihadistes, bien je crois qu'on aurait une situation encore beaucoup plus catastrophique. Là, ce qui est très satisfaisant, je trouve, c'est que malgré beaucoup de retard dans notre déploiement, on a une opération qui fonctionne avec l'opération Barkhane de manière très, très coopérative. Et je crois que c'est ainsi que cela doit être. Comme c'est le cas avec Sangaris en Centrafrique. La Centrafrique, où en plus nous avons eu, pendant les 8 mois critiques qui nous étaient nécessaires pour monter en puissance, le déploiement d'une force européenne intérimaire, EUFOR, qui a joué un très très grand rôle, qui nous a donné l'espace et le temps qui nous étaient nécessaires. Et je crois que tout le monde s'y est retrouvé. Donc voilà, une série d'exemples. Historiquement, on pourrait citer la Côte d'Ivoire, où sans le dispositif Licorne en 2011, en 2010-2011, je crois que on ne serait pas à l'heure actuelle dans la situation de pouvoir dire que nous allons fermer notre opération prochainement. Donc je crois qu'il faut saluer l'engagement de la France et parfois d'autres pays. La Grande-Bretagne, pour des raisons historiques, il y a une douzaine d'années, s'était également beaucoup engagée en Sierra Leone et ça a permis là aussi de sortir de l'ornière douloureuse dans laquelle se trouvait ce pays. Alors ça se traduit par une coopération, je pense au Mali, je pense à la Centrafrique, une coopération extrêmement confiante, échange de renseignements, échange de plans opérationnels, coordination à tous les niveaux. Et je crois que ça nous a permis, dans le cas de la Centrafrique, là aussi, de mieux occuper le terrain. Et maintenant que Sangaris va diminuer de manière significative, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler au cours des semaines écoulées avec Jean-Yves Le Drian, mais je pense qu'il va y avoir effectivement une diminution très forte des effectifs qui restent encore de l'armée française. Mais je pense que nous avons les moyens de prendre le relais, et en tout cas, c'est à cela que nous travaillons. Alors, un dernier mot, Monsieur le Président, vous en avez fait mention, cet effort que nous avons eu au cours de l'année dernière pour réfléchir un peu à comment on pouvait faire un meilleur travail.
Et nous avons été aidés par ce panel de haut niveau que présidait l'ancien président du Timor oriental, José Ramos Horta, mais nous avons été aussi aidés par le fait que les États-Unis, notamment, nous ont beaucoup aidés à tenir à la fin du mois de septembre un sommet sur le maintien de la paix auquel ont participé une cinquantaine de chefs d'État qui ont collectivement annoncé qu'ils étaient prêts, dans les années qui viennent, à mettre à la disposition des Nations Unies jusqu'à 40 et même 45 000 militaires et policiers et les équipements correspondants. Et nous sommes en train de traduire ces promesses, ces engagements en choses concrètes pour à la fois accélérer les déploiements dans le système classique des Nations Unies, puisque nous n'avons pas nos troupes. Nous faisons appel aux pays contributeurs. Et donc il nous faut, dans le meilleur des cas, 6 à 8 mois pour déployer une unité. Avec le nouveau système que nous sommes en train de mettre en place, nous allons pouvoir abaisser cela à environ 30 à 60 jours, dans les meilleurs des cas, ce qui va, je crois, quand même beaucoup changer la perspective. Mais l'objectif n'est pas seulement quantitatif, il est aussi qualitatif. Et j'ai mené, depuis que j'ai ce poste, une politique de recherche de la performance. La performance professionnelle d'abord, c'est-à-dire que maintenant, nous sommes dans une situation qui n'est pas celle qu'avaient connue mes prédécesseurs, où quand on avait besoin de troupes, on prenait ce qui se présentait. Et souvent, c'était les troupes du tiers-monde qui étaient mal équipées, qui étaient mal entraînées. Maintenant, on a beaucoup plus de choix. J'ai beaucoup encouragé les pays de l'Union européenne, au fur et à mesure qu'ils se désengageaient d'Afghanistan, à se réengager aux Nations Unies. Et je suis heureux de voir que ça se fait d'une manière progressive. Mais j'étais par exemple à Berlin il y a un mois et demi, le jour même où le gouvernement allemand a annoncé qu'en réponse à l'appel lancé par la France au titre de l'article 42.7 du traité de Lisbonne, l'Allemagne allait envoyer jusqu'à 650 personnes au Nord Mali. Et ça, c'est quand même du dur, c'est du significatif. Pareil pour les Hollandais, pareil pour les Suédois. Il y a tout un courant, et même des Baltes, qui viennent très sympathiquement me proposer 3 officiers. Je leur dis, ils parlent français? Bah, pas vraiment. Je dis, bon, écoutez, apprenez-leur le français. Je crois que ça serait quand même plus utile pour le Mali. Mais c'est bien, il y a quand même une volonté de répondre à l'appel de la France à la solidarité et aussi de s'engager davantage à nouveau dans nos opérations. Donc, c'est bien. Donc, ça nous permet d'avoir des troupes de meilleure qualité, mieux entraînées, mieux équipées et aussi plus performantes. J'ai maintenant une politique systématique quand un certain contingent national ne fait pas le job sur le terrain, eh bien, passez-moi l'expression, on les vire. Hein, j'ai fait ça 5 fois au cours de l'année écoulée au Darfour. Ça m'a valu beaucoup de reproches de la part d'un certain nombre de chefs d'État, notamment africains. Mais je crois que nous n'avons pas droit à l'erreur, n'avons pas droit à laisser, à faire rester sur le terrain une unité qui se laisse attaquer, prendre en embuscade et qui ne tire pas un seul coup de feu en riposte. Ça n'est pas acceptable. Pas davantage n'est acceptable la conduite, souvent inadmissible de certains contingents. Et là, ça touche aussi bien l'usage excessif de la force, dans certains cas, que les comportements sexuels. Vous avez vu l'avalanche de cas que nous avons découverts, notamment en Centrafrique. Bon, nous devons être sans pitié, parce que, surtout dans ce cas de figure, il est absolument inacceptable que ceux-là même, dont la mission est de protéger les civils, qu'ils trahissent la confiance qui a été placée en eux et qu'ils accroissent les souffrances des civils, notamment lorsqu'il s'agit de viols ou lorsqu'il s'agit d'affaires qui impliquent des mineurs. Donc une politique très très dure. En même temps, il faut être constructif et donc c'est la raison pour laquelle nous faisons appel de plus en plus à la technologie. J'ai franchi un cap il y a 2 ans et demi lorsque j'ai réussi à surmonter les réticences de certains et à déployer pour la première fois des drones de surveillance aérienne au Nord Kivu. Ça a complètement changé la façon dont on mène les opérations sur le terrain. Mais on va déployer des drones de longue portée au Nord Mali au mois de juin. Et je crois que c'est une entreprise française qui est en train de remporter l'appel d'offres.
On a déployé à Kidal, toujours au Nord-Mali, un radar de contre-batterie Thales qui ne marche pas encore tout à fait. Mais enfin, il faut apprendre à utiliser tous ces systèmes. Je crois que c'est un investissement qu'il faut faire. Comme il faut faire l'investissement d'une politique de renseignement. Le renseignement, c'était un mot tabou aux Nations Unies. On ne pouvait même pas le prononcer. Intelligence, les gens étaient totalement effarouchés. Mais je crois que le fait de nous trouver dans tant de ces pays africains devant des djihadistes, devant des trafiquants de drogue, devant des groupes armés plus épouvantables les uns que les autres, maintenant le membership accepte qu'il nous faut avoir une vraie politique dans ce domaine. Donc nous avons bien engagé les travaux là-dessus. Il me faut en permanence des francophones. Et là, mesdames et messieurs les sénateurs, je voudrais appeler votre attention là-dessus. Je travaille beaucoup avec l'OIF, avec le président Abdou Diouf en son temps, avec Madame Michel Jean maintenant, mais nous n'arrivons tout simplement pas à trouver suffisamment de francophones pour des opérations comme le Mali ou la Centrafrique. À tous les niveaux. Ça vaut pour les policiers, ça vaut pour les militaires, et ça vaut notamment pour les militaires de haut niveau. À plusieurs reprises, j'ai eu besoin d'un général africain francophone ayant les étoiles, le nombre d'étoiles suffisant, ayant l'expérience suffisante. Eh bien non. À part le Sénégal, à part ici et là, parfois un général de corps d'armée qui a eu un parcours un peu spécifique, la ressource est très très rare. Alors je sais que du côté du ministère de la Défense, du côté du ministère des Affaires étrangères, on y travaille, mais c'est un chantier de longue haleine. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là en signalant simplement à quel point nous apprécions l'effort qui est fait par la France. Et je dois dire, ça me rend fier lorsque des décisions sont prises sur le Mali, sur la Centrafrique, de voir aussi la contribution de l'armée française à la FINUL, mission si importante dans un Liban qui, pour le moment, reste un peu dans l'œil du cyclone, malgré les catastrophes qui se multiplient dans son environnement. C'est presque miraculeux, mais je crois que c'est très important que la FINUL continue à assurer ce rôle qui a toujours été le sien. Et je crois que tout le monde y attache la plus grande importance. Voilà, en tout cas, je crois que la France a un mode d'intervention aux Nations Unies qui est spécifique. Des interventions souvent à titre national, mais couvertes par un mandat du Conseil de sécurité, coordonnées avec les activités des Nations Unies. C'est une formule qui, je crois, a montré qu'elle marchait bien, et on va continuer à travailler dans cet esprit. En tout cas, moi, j'ai beaucoup travaillé pour aussi renforcer la relation avec l'Union européenne, avec l'OTAN. Nous avons eu la semaine dernière une journée de consultation avec l'OTAN et on progresse là aussi. Je crois qu'avec ces grands partenaires, on va continuer à avancer. Reste l'Union africaine qui est un partenaire incontournable parce que c'est sur ce continent que nous avons 80% de nos opérations. C'est parfois un peu compliqué, mais je pense qu'on progresse quand même. Et nous allons avoir l'Union africaine à New York la semaine prochaine pendant 48 heures. Et on va essayer d'avancer sur tous ces dossiers un peu compliqués. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général. Beaucoup de sujets, beaucoup de questions. Alors tout de suite, la parole à Christian Cambon. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Secrétaire Général, des précisions que vous nous avez données. Et à notre tour, notre fierté de savoir un Français exerçant l'une des plus hautes responsabilités au sein des Nations Unies avec tellement de difficultés à résoudre. Moi, je voudrais revenir un instant sur les contributions financières et le financement des OMP. C'est un discours que vous tenez, vous l'aviez tenu à notre délégation lorsqu'on vous avait rencontré. Quand on regarde la répartition des contributions, vous l'avez abordé, on s'aperçoit effectivement qu'un certain nombre de pays font beaucoup d'efforts, les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, Allemagne et Japon, qui eux-mêmes, par ailleurs, paradoxalement, ne sont pas membres du Conseil de sécurité. Et puis on s'aperçoit que d'autres grands pays qui jouent un rôle important sur la scène internationale, je pense à la Russie, soit retard de ses paiements, soit ne fait manifestement pas partie des plus gros contributeurs. La Chine elle-même doit contribuer moins que la France, je crois, de l'ordre de 5%, un peu plus de 5%, quelque chose.
à peu près, ça a changé. Donc, je voulais avoir quelques précisions sur la manière dont les choses s'organisent, car il est évident que la multiplication des foyers d'agitation et de déstabilisation risque d'entraîner dans l'avenir un plus grand nombre d'opérations. Comment allez-vous faire face à ce financement et ne faut-il pas procéder à une réforme du mode de contribution, notamment des principaux grands pays? Question annexe, qui n'est pas vraiment du reste, mais est-ce que souvent on reproche à l'ONU d'être absent des conflits majeurs qui occupent l'actualité? Je pense à tout ce qui se passe en Syrie. Est-ce que vous pensez qu'un jour une OMP viendra prendre le relais lorsqu'une solution politique sera envisagée et lorsque les armes se seront tues? Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, merci pour cette présentation globale. Et puis surtout, je veux saluer votre engagement pour rechercher la performance des unités engagées dans les OMP et aussi une certaine fermeté. Vous avez expliqué les réactions que vous avez conduites. Et puis cette incitation à une politique du renseignement sans laquelle on ne peut pas, dans ces OMP difficiles, être efficace. Je voudrais vous poser 3 questions rapidement, puisque nous sommes en train de réaliser à quelques-uns un rapport sur une approche globale des opérations extérieures de la France. Et on se rend compte que le volet diplomatique, le volet onusien est essentiel dans ce cheminement. Voilà pourquoi j'ai des questions qui sont plus axées sur l'Afrique du Nord et la bande sahélienne. En amont, vous avez évoqué les initiatives particulières de la France lorsqu'elle souhaite déclencher une OMP. En même temps, je voudrais savoir comment la décision est prise et comment le mandat, le volume, les capacités des forces sont définis. Est-ce que le pays demandeur intervient dans le cadrage de ces opérations ou est-ce que c'est de la totale responsabilité des Nations Unies et de vous-même? Deuxième volet, c'est que nous constatons, et vous l'avez bien évoqué, une différence dans l'efficacité des OMP et, pardon si je suis peut-être en désaccord avec ce que vous avez évoqué, autant les retours que nous avons sur la MINUSCA sont très positifs, autant les retours que nous avons actuellement encore sur la MINUSPA sont insuffisants. 47 morts l'an dernier au niveau des troupes, parce qu'il n'y a pas de protection extérieure, parce qu'on s'enferme dans les bases, et on voit bien que c'est Barkhane qui doit assurer la sécurité, ça a encore été le cas il y a quelques jours, et j'ai un de mes collègues députés qui était à 8 jours au Nord Mali, qui est revenu épouvanté par le manque de réactivité et de volonté d'agir des forces de la MINUSMA. Elles n'assurent même pas leur propre sécurité, notamment la nuit, et donc sont victimes de tirs de roquettes, de tirs de mortier, alors qu'on voit bien qu'il faut qu'elles se donnent de l'air, et l'arrivée des drones allemands, semble-t-il, devra apporter un plus sur la zone, mais le commandement compte, la qualité des troupes déployées compte aussi, et on voit bien que certains contingents ne sont pas au niveau, et donc, comme vous, je salue l'engagement européen. L'arrivée des Allemands devrait légèrement modifier les choses. Ça, c'était le deuxième volet. Le troisième volet que je souhaitais aborder, c'est justement cette nécessité de protéger soi-même avant de protéger les autres. Donc, est-ce que vous envisagez d'aller un petit peu plus loin dans le maintien de la paix en donnant au moins une capacité de combat rapproché pour assurer sa propre sécurité qui permettra en même temps de désengager l'ensemble des unités présentes sur ces territoires? Je vous remercie. C'est Daniel Renner. Oui, merci effectivement pour votre présentation. Je vais me contenter d'une seule question, en complément naturellement de celles qui ont été déjà présentées. Est-ce que vous pouvez nous décrire le processus de mise en place d'une opération de maintien de la paix, c'est-à-dire à partir de la demande, d'où elle vient, la décision du Conseil de sécurité, la génération des forces, le choix, les choix logistiques nécessaires, ensuite les liaisons avec les forces locales ou sur le terrain, etc. Est-ce qu'à partir d'un exemple, au hasard, on pourrait prendre la MINUSCA, c'est la plus récente qui nous intéresse. Nous allons à Bangui aussi dans quelques semaines pour faire un point dans le cadre des opérations extérieures. Voilà. Merci. Marie-Françoise Perol-Dumont.
Oui, après mes collègues, je voudrais vous remercier, Monsieur le Secrétaire général adjoint, pour cette présentation qui nous permet de mesurer l'ampleur et la diversité des missions de maintien de la paix assurées par l'ONU. J'aimerais savoir, lorsqu'il y a des processus politiques en cours, comment s'articulent les opérations de maintien de la paix avec ces processus politiques en cours? Et dans le prolongement de la question posée par mes trois collègues, abordée par mes trois collègues précédents, vous avez fait référence à la diversité, si je puis dire, je ne dirais pas de qualité, mais de niveau de formation et de pratique des troupes engagées. Lorsque vous êtes amené à intervenir sur un territoire, n'y a-t-il pas avant des prérequis qui sont posés entre les différentes troupes et un minimum de formation commune? Merci. Hélène Conway-Mouret. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Secrétaire général pour ce tour du monde rapide dans lequel malheureusement vous avez rappelé combien les foyers de tension et de guerre sont nombreux. Vous féliciter aussi pour votre engagement et vous dire combien on vous soutient dans cette tolérance zéro sur le comportement des troupes qui, je crois, aujourd'hui où il faut rassurer les populations locales qui sont souvent anxieuses de l'arrivée de celles-ci au vu de ce qui a pu se passer dans le passé. Je voudrais simplement deux précisions sur les questions qui ont été posées précédemment par mes collègues. Dans l'évolution de l'engagement des nouveaux pays, quelles sont les motivations de ceux-ci? Alors, j'ai compris que pour certains, c'était suite aux demandes que l'on pouvait faire de soutien dans l'engagement de la France, mais qu'est-ce qui peut motiver certains pays aujourd'hui de s'engager quand ils ne l'avaient pas fait précédemment? Deuxième précision, aujourd'hui, il y a des changements radicaux dans les comportements des différentes forces en présence. Je pense notamment aux groupes terroristes qui sont beaucoup plus mobiles, beaucoup plus connectés aussi. Comment est-ce que vous vous adaptez à ces changements qui sont très rapides? Merci. J'ajoute, peut-être vous pourrez nous dire un mot sur l'intervention des pays. Quelques grands pays aujourd'hui, la Russie, la Chine, comment ils se positionnent sur ces sujets? Nathalie Goulet. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Bon, beaucoup de questions ont été posées. Moi, j'ai un petit tropisme qui s'écrit de droite à gauche. Donc, quels sont vos rapports avec l'organisation de la conférence islamique, par exemple, et ces organisations régionales? Parce que de plus en plus, on voit que les Émirats, etc., participent à quelques opérations. Et vous avez parlé de pays francophones, mais en même temps, il y a des terrains où il faut aussi parler arabe, et où c'est mieux que les gens de culture connexe puissent être sur le terrain. Et je voudrais vous poser une question sur votre vision d'une force éventuellement qui interviendrait au Yémen, qui est dans une situation catastrophique, et évidemment la Palestine qui a totalement disparu des écrans radars. Droite à gauche, d'habitude, vous êtes dans le sens de l'histoire, chers collègues. Jeanne Lorjou. Oui, monsieur l'ambassadeur, ça fait à peu près 30 à 35 ans que je me pose la question de savoir pourquoi le Nord Kivu, l'Ituri, la vallée de la Rutshuru, aux confins du Rwanda et de l'Ouganda sont devenus une zone non seulement de non-droit, mais de mort permanente, alors que finalement, lorsqu'on regarde Lubumbashi, Kisangani, Kananga, Badolité, il n'y a pas de raison plus importante, indépendamment de la rivalité Tutsi-Hutu qu'on connaît. Est-ce que vous avez une explication intellectuelle, conceptuelle sur cette question fondamentale? Parce que le fait d'intervenir, d'essayer de contenir, de recoudre, éclate. Alors y aurait-il des forces géostratégiques, géopolitiques qui, selon vous, et vu de votre bureau en altitude, permettraient de mieux comprendre que nous qui avons crapahuté dans ce beau pays? Voilà, merci à tous les intervenants. Monsieur le secrétaire général, c'est à vous. Merci, monsieur le président. Et d'abord, pour répondre à la question qui a été posée par monsieur le sénateur Cambon sur le financement. En fait, c'est un sujet qui revient régulièrement.
à l'ordre du jour de l'Assemblée générale et qui est débattu régulièrement. Clé de contribution, alors c'est un processus hyper compliqué, à la fois technique et terriblement politique, mais le barème des contributions vient d'être changé. Et vous serez intéressé de voir le fait que la Chine est devenue maintenant le second contributeur aux opérations de maintien de la paix, passant devant le Japon, qui reste le second contributeur au budget général. Parce que vous le savez, pour les opérations de maintien de la paix, les membres permanents du Conseil de sécurité sont surtaxés. Ils paient 25% de plus par rapport au barème régulier. Donc tout ça change. Et je crois que moi j'ai connu il y a 20 ans la Chine à 1% du budget des Nations Unies. Ben maintenant elle est à plus de 10%. Et ce n'est que justice pour reconnaître quand même l'augmentation de sa richesse. Vous vous souviendrez, Monsieur le Président, on en parlait en Chine il y a quelques années. La Chine, à l'époque de Louis XIV, produisait 30% de la richesse mondiale. À l'époque de la révolution culturelle, donc début des années 70, elle est tombée à 1%. Elle aspire à remonter, sinon à 30%, en tout cas à un chiffre plus en rapport avec la constante historique. Et elle est actuellement à 10% à peu près de la richesse mondiale, et bientôt 12 ou 15. Je crois que voilà, ce sont des tendances de long terme. En tout cas, aux Nations Unies, c'est reflété, et je crois que c'est bien. Alors, allons-nous avoir plus d'opérations à l'avenir? D'abord, je vous le rappelle, nous allons en fermer 3 dans les 18 ou 24 mois qui viennent, au plus tard. Et j'ajoute que nous sommes sous pression de certains pays pour réduire, et réduire rapidement, voire fermer. La semaine prochaine, on va rencontrer le gouvernement soudanais qui fait tout pour nous dire le Darfour, c'est réglé, il n'y a plus de problème, il y a encore des histoires ici et là, mais c'est du bruit de fond, ce sont des querelles tribales, séculaires. À quoi je dis pas du tout? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a eu ces 2 derniers mois une offensive énorme de l'armée soudanaise contre ce qu'on appelle le Djebel Mara, qui est le cœur du Darfour, qui est le château d'eau de la région, qui est accessoirement la base de repli de ce chef de bande qu'on appelle Abdelwahid Nour, une des armées de libération, une des nombreuses armées de libération autoproclamées qui guerroient dans le Darfour. Cette opération, quand même, l'armée soudanaise y a engagé une division entière, et des hélicoptères de combat, et des jets, et des bombardiers. Et la conséquence directe, c'est qu'en l'espace de 15 jours, nous sommes retrouvés avec 100 000 réfugiés de plus dans les périphéries de Djebel Mara. Quoi qu'il en soit, le gouvernement soudanais veut nous convaincre que tout ça maintenant est complètement banalisé, que la situation est rentrée dans l'ordre et que nous n'avons d'autre choix que de rentrer chez nous. En RDC, Monsieur le Sénateur, président Kabila nous adore quand ça va mal. Je me souviens de la façon dont il m'a embrassé et traité quand nous avons battu le M23, c'était il y a 2 ans et demi. Il nous adorait. Maintenant, les choses vont mieux. Il nous dit, bon, ben, à bientôt. Hein. Enfin, non, au revoir. Et repartez. Donc, c'est une dialectique un peu compliquée. Mais la question, je crois, est surtout celle des opérations nouvelles. Et là, je réponds par avance à certaines questions qui ont également été posées. Moi, j'ai pris une position très claire. La Syrie, la Libye, le Yémen, ici, à ce stade, ce ne sont pas des théâtres d'intervention pour les casques bleus. Pourquoi? Parce que d'abord, il n'y a pas de processus politique encore confirmé. Une opération de maintien de la paix, des casques bleus, ce n'est pas une fin en soi. Ce sont des outils au service d'une vision politique, d'un projet politique, d'un règlement politique. Et tant que celui-ci fait défaut, ça n'aurait pas de sens. On a essayé d'inverser les choses. En 2012... L'intérêt d'une doctrine, en fait. Mais oui. En 2012, au printemps, c'était Kofi Annan qui était chargé du dossier syrien par les Nations Unies. Et il a conçu un schéma qui consistait à dire on va déployer des casques bleus observateurs, des militaires donc non armés, et leur déploiement va avoir un effet vertueux sur les différents groupes armés, et on arrivera petit à petit à bâtir des cessez-le-feu locaux qui, de loin en loin, vont s'étendre et vont se rejoindre. Alors,
On m'a demandé de déployer 300 observateurs, ce que nous avons fait en un temps record. On a mis en 27 jours, c'était fait. Et au bout de 4 mois, on a tout plié, parce que ça ne servait à rien. Et on s'en est rendu compte dès le début. Et c'est un miracle qu'aucun de nos officiers n'ait été tué ou gravement blessé. Un miracle. Non, je crois que, et Dieu sait que le contexte de 2012 en Syrie était à 100 lieues en deçà de celui qu'il est actuellement. Il n'y avait pas, on ne parlait pas encore de Daesh. Hein, on savait qu'il y avait un peu d'Al-Qaïda, mais enfin, c'était plutôt des groupes, l'armée de l'opposition syrienne armée, qui étaient des patriotes, malheureusement pour eux, pas très structurés. Hein, mais on s'est trouvé à plusieurs reprises dans de sales situations. Donc voilà, je crois que ce point est très très important. J'y ajoute un point dont je suis heureux qu'il ait été réaffirmé avec force par le panel d'examen des opérations l'an dernier. Une opération des Nations Unies n'a pas et ne saurait avoir vocation à être un outil antiterroriste. On peut être amené et on est forcé d'intervenir dans des environnements dans lesquels nous sommes exposés aux terroristes, on s'y adapte, mais nous ne sommes pas le fer de lance. Au Mali, le dispositif onusien, c'est Serval naguère, Barkhane maintenant, qui est le fer de lance antiterroriste. Et nous sommes là pour essayer d'aider, j'y reviendrai. Mais l'autre exemple que je mentionnerai, c'est la FNUOD, de cette opération que nous avons depuis 40 et quelques années sur les hauteurs du Golan, hein, où il ne se passait rien. Pendant 37 ans, une fois par an, il y avait un chevreau et son berger qui se perdaient dans les barbelés et ça donnait matière à un an de rapport. Et puis brutalement, ils se sont retrouvés pris dans les combats entre l'armée syrienne et différents groupes armés, avec des kidnappés, des gens menacés, des vols de matériel. Il a fallu repenser complètement la mission, qui reste pour autant nécessaire parce que et Damas et Jérusalem continuent à nous dire il y a assez de problèmes dans la région, on n'a pas besoin d'avoir en plus le problème du Golan qui reviendrait sur le devant de la scène. Donc nous restons coûte que coûte, mais c'est pas facile. Et il y a un prix, il a fallu s'adapter à beaucoup de choses. Donc voilà, sur ces dossiers, la Syrie, la Libye, le Yémen, même si les problématiques sont un peu différentes, mais je persiste à dire que tant que ça n'aura pas évolué politiquement de manière significative vers un règlement, c'est pas pour nous. Hein, alors j'aide les envoyés spéciaux, je leur prête des conseillers militaires, des officiers généraux, mais c'est très bien. Mais je crois qu'on n'ira pas plus loin tant qu'on n'aura pas vraiment avancé sur le règlement, encore une fois. Oui, quand les armes se seront tues, effectivement. Je crois que c'est bien ça la formule. Alors, la question du processus de décision, et au fond, vous êtes deux à avoir posé un peu des questions qui se rejoignent là-dessus. Je crois qu'il n'y a que des contextes finalement spécifiques. Il y a d'abord le cas d'espèce dans lequel un pays prend une initiative forte pour appeler l'attention sur une situation particulièrement grave. Le Mali, je crois que la décision de faire intervenir Serval a participé de ce processus de prise de conscience déclenché, hein, et déclenché de manière volontariste. Mais il est aussi du rôle du secrétariat, du secrétaire général, dans certains cas, d'agiter la clochette en disant attention, il y a quelque chose qui se produit là et qui appelle une réaction structurée. C'est ce qu'on a essayé de faire sur le Burundi. Hein, l'an dernier, quand on a constaté à quel point la situation se dégradait, moi j'étais au mois de mai à Bukavu, et je me suis dit, mais si ça barde au Burundi, qu'on se retrouve dans des scénarios de massacre à grande échelle, même si c'est en fait beaucoup plus compliqué que ça, personne ne comprendra que les Nations Unies ont 20 000 casques bleus au Congo, à 30 km, et ne font rien à Bujumbura. Donc, sans rien demander à personne, mais discrètement, j'ai fait étudier des scénarios dans lesquels, dans des situations extrêmes, on pourrait relocaliser 3 ou 4 bataillons de la MONUSCO, donc du Congo, vers le Burundi, dans certaines conditions. Mais ensuite, c'est quand même, à la fin des fins, c'est aux États membres, et notamment à ceux du Conseil de sécurité, de prendre les responsabilités. Et là, les choses varient beaucoup. Les États-Unis, par exemple, qui ont joué un rôle
crucial, je crois, et notamment Madame Power, Samantha Power. Elle s'est engagée sur le dossier centrafricain, elle a voyagé là-bas, elle est revenue en disant c'est catastrophique, oui, il faut faire quelque chose, et je crois qu'elle a énormément aidé la France à faire passer politiquement le mandat de ce qui est devenu la MINUSCA. J'observe qu'en revanche, la même Madame Power, pour laquelle j'ai beaucoup d'amitié, mais sur le Sud-Soudan, et le Sud-Soudan qui est quand même un peu la création de l'administration américaine, eh bien, on n'arrive pas à les faire bouger. Ils disent oui, bah, c'est bien triste, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et en plus, il y a au moins 3 ou 4 positions dans l'administration américaine. Hein, donc, dans une dernière année d'une administration sortante, ça ne facilite pas les choses. Donc, ce processus, voyez-vous, c'est évidemment différentes initiatives, États membres ou forces régionales ou secrétariat, une prise de conscience politique et un accord du Conseil de sécurité pour dire oui, on va y aller. Et alors là, c'est tout l'exercice de définition du mandat qui est compliqué parce que c'est une négociation. Chacun pousse les pions qui lui sont chers ou les dossiers qui sont pour lui importants. Nous avons nous-mêmes notre possibilité d'injecter aussi notre vision quand ça va trop loin ou quand ça va pas assez loin. Nous instruisons le dossier techniquement, c'est nous qui proposons un volume de force, un plafond d'effectifs. Au Mali, par exemple, au renouvellement du mandat dans 1 mois et demi, on va demander un relèvement du plafond parce qu'on a besoin d'incorporer de nouvelles unités. Et puis, la typologie des contributions qui sont nécessaires, les modalités de l'exercice de génération de force, on a des principes. Normalement, un voisin immédiat d'une zone de crise ne doit pas être accepté comme contributeur de troupes, mais il y a des exceptions. C'est un peu une géométrie au petit point qu'il faut réaliser, et puis ensuite il faut faire passer ça au travers des différents organes parlementaires, notamment financiers. Le pays hôte n'a pas souvent beaucoup à dire. Ce qu'on lui demande, parce qu'en général c'est un pays en crise, ou un État en défaillance à peu près complète. Donc, on l'écoute sympathiquement, mais on ne lui donne pas nécessairement à ce stade-là une énorme voix au chapitre. Hein. Vous voyez, enfin, on essaie de gérer ça au mieux, mais à partir du moment où les choses se normalisent, c'est vrai qu'il faut avoir un dialogue confiant avec le pays hôte, parce que sinon les choses se compliquent. Hein. Alors, la question de la réactivité, elle est essentielle, c'est la raison pour laquelle maintenant nous avons là aussi différents modèles. Au Congo, RDC, nous avons créé il y a 2 ans et demi une brigade d'intervention composée de pays de la SADC, en fait, Afrique du Sud, Malawi, Tanzanie, qui, dans le cadre de la MONUSCO et dans le cadre de son mandat, il n'y a pas de mandat différent, mais a quand même une mission très spécifique qui est de casser les groupes armés. L'expression officielle du Conseil a été les neutraliser, qu'on n'avait jamais utilisé auparavant au Conseil de sécurité. Et c'est ce qu'on est arrivé à faire avec les M23. Pour les autres groupes qui sont beaucoup plus diffus dans la région, c'est plus compliqué, mais on y travaille. Et je crois que c'est cela. Il nous faut des troupes motivées, bien équipées. Je me suis rendu un jour à Pinga, fin fond du Nord Kivu, et le colonel sud-africain, qui avait d'ailleurs un beau nom français, c'était probablement un descendant du Huguenot, m'a montré un de ces jeunes soldats, qui avait 25 ans, me dit, lui, c'est le numéro 2 mondial du tir de précision militaire. Je lui dis, ah bon? Il me dit, oui, à 1700 mètres, une balle dans la tête. Ah ben, je dis, bravo, ça c'est des moyens. Hein, et parfois c'est nécessaire, il faut bien le dire. Hein. Donc, voilà, c'est tout ça. Et c'est vrai que dans le cas de la MINUSMA, on a un problème constant, c'est que nous sommes la cible. Enfin, Barkhane et les Nations Unies, nous sommes la cible des djihadistes qui veulent continuer à mener leurs opérations, à faire leur trafic, y compris la drogue. Hein, donc, ils nous attaquent tous les jours. Et du coup, 70% de nos effectifs sont concentrés simplement sur l'autoprotection. Alors, on va faire changer les choses. On est en train d'amener
un bataillon de logistique de combat du Sri Lanka qui va avoir pour mission de protéger nos convois, parce que l'une des difficultés, c'est la longe à travers ce pays qui est quand même très grand, hein, et on a des chaînes logistiques de 2000 km. Et quand on a une bombe, une mine, un IED tous les quelques kilomètres, c'est pas évident. Et puis quand on est attaqué, c'est vrai, les nuits de pleine lune, il y a une constante, ils nous bombardent au mortier, à la roquette tirée à l'aveuglette. C'est la raison pour laquelle nous déployons des radars de contre-batterie, des héliostats, c'est ces ballons captifs avec des batteries de capteurs, de caméras. On a fait ça pour la première fois l'an dernier en Centrafrique pour les élections, mais ça s'est trouvé coïncider avec la visite du pape. Les services de sécurité du Saint-Siège m'appelaient 2 fois par jour. Je leur ai dit, vous aurez l'héliostat 3 jours avant l'avenue du Saint-Père, qui a été très importante politiquement dans le contexte centrafricain. Et je dois dire que cette machine nous permet de voir dans tout Bangui tout ce qui se passe à tout moment, et ça change un peu la façon de travailler. Mais c'est un investissement qu'il faut faire constamment, et c'est important. Sur l'articulation avec le processus politique, j'en ai déjà parlé. Sur le processus de mise en place, j'ai essayé également de traiter le problème. J'ajoute que lorsque je vois l'Union européenne, je saisis toutes les occasions. Je participe maintenant tous les 6 mois à la réunion informelle des ministres de la Défense de l'Union. Je leur rappelle que depuis l'opération Artemis en 2003, qui a été une première dans la politique extérieure et de sécurité commune, il y a toujours ce concept qui flotte des groupements opérationnels, des battle groups, hein, et que moi j'aimerais beaucoup, en tant qu'onusien, qu'un battle group européen soit enfin mis en place, par exemple au profit d'une de nos opérations. L'opération de transition en Centrafrique, on aurait très bien pu choisir de l'appeler groupement opérationnel. Bon, ça n'a pas été le cas pour des raisons théologiques, parce que certains, etc., etc. Mais moi, je reste très demandeur de ça, parce qu'en réalité, c'est ce qu'il nous faut. Quand il faut aller vite, au début d'une crise, c'est là qu'il y a le plus de victimes. C'est là qu'on peut faire le plus de différence si on est présent tout de suite. Donc voilà, il faut essayer de... Eh bien oui, et c'est d'autant plus dommage, n'est-ce pas? Alors il y a de nouveaux pays, c'est vrai, et le plus frappant, c'est celui que nous connaissons bien, hein, Monsieur le Président, c'est la Chine qui a franchi des évolutions notables. Maintenant, elle nous fournit, par exemple, pour la première fois, une unité de combat au Sud-Soudan. Du coup, j'ai pris un général de division chinois comme commandant second de la force, ancien second du renseignement militaire à Pékin, excellent général à tous égards et donne toute satisfaction. Et le président chinois, au sommet du maintien de la paix en septembre dernier, a annoncé que la Chine allait mettre à notre disposition une force de réserve de 8000 hommes. 8000 hommes, par rapport à l'armée populaire de libération, c'est minuscule, c'est même pas 1%. Pour nous, c'est énorme. Alors on essaie depuis plusieurs mois d'en savoir plus, mais dans la grande tradition chinoise, l'empereur a parlé, et il faut ensuite que ça ruisselle jusqu'à la base, ce qui est en train de se produire. Donc je pense qu'on va aller de nouveau à Pékin dans 2 ou 3 mois pour en savoir un peu plus. Mais je crois que l'affichage politique est très fort, comme est très fort l'affichage d'un certain nombre de pays d'Amérique latine, qui maintenant sont demandeurs d'opérations, y compris en Afrique. À Tombouctou, notre escadrille d'hélicoptères d'attaque, c'est une escadrille que j'ai trouvée au Salvador. C'est quand même un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Il y a de plus en plus d'engouement. Engouement parce que les gens veulent montrer qu'ils sont engagés, qu'ils assument leurs responsabilités dans la communauté internationale. Il ne faut pas se le dissimuler des motivations financières dans le cas de certains pays du tiers-monde, où l'indemnité que nous versons mensuellement est très supérieure au salaire, à la solde qui est servie par le pays. Mais bon, c'est une réalité. Mais c'est vrai que pour des pays occidentaux, par contre, non, c'est pas du tout ça. Hein, mais enfin voilà, il y a toute une série de motivations, mais je crois que l'altruisme et la volonté de montrer qu'on s'engage dans la communauté internationale est une réalité. Et puis, vous observez les négociations de paix en Colombie. Dès lors que les accords de paix seront conclus et à peu près mis en œuvre, les Colombiens m'ont déjà dit qu'ils veulent venir vers nous. Et là, moi, ça m'intéresse parce qu'ils ont une capacité, une expérience en termes de combat de jungle
d'hélicoptères, coordination solaire, etc. Pardon ? Alors, c'est là le point, c'est que nous avons quand même une politique aussi qui consiste à trier les gens quand on les prend et à ne pas embaucher sous casque bleu, dans toute la mesure des possibles, des gens qui seront une source de problèmes, de scandales, de toutes sortes de critiques. Donc, ce qu'on appelle le vetting en anglais. Et on travaille beaucoup avec le haut-commissaire aux droits de l'homme pour essayer d'éviter ce genre de situation. Et c'est important. Les autres grands pays, bon, ben, je crois que parmi les P5, la France est le plus engagé, même si au sein de l'Union européenne, l'Italie fait davantage en termes de casque bleu, mais je crois que sur les 5, en tout cas, la France occupe la première place, et c'est bien. Les Russes ne font rien. Les Anglais font marginalement. Ils ont annoncé qu'ils allaient venir au Soudan du Sud et en Somalie. Bon, on va voir. Et les Américains, pour toutes sortes de raisons juridiques, politiques, doctrine militaire, ils ont très peu de gens sous casque bleu, mais ils nous soutiennent beaucoup de manière latérale, notamment en aidant au travers de très gros programmes formation-équipement, en aidant des contingents africains et asiatiques à se préparer au maintien de la paix. Et ce sont parfois des centaines de véhicules, de blindés, d'équipements divers qui sont donnés à ces pays. Et quelque part, on y gagne quand même, n'est-ce pas? Plus du conseil, plus du renseignement à l'occasion. Donc je suis assez satisfait quand même de la manière dont ça se passe. Les rapports avec l'Organisation de la coopération islamique, bien sûr, nous voyons, nous parlons. Le problème, c'est que, au fond, nous avons, et j'avais déjà fait allusion au début de mes réponses, peu de sujets d'intervention pour le moment dans le monde arabe. Nous avons les vieilles missions, entre guillemets, traditionnelles, Liban, Golan, Trèves, enfin, 1948, UNSO. Pour le reste, nous serons tributaires des événements politiques. Quand on a déployé cette mission de supervision, d'observation en 2012 en Syrie, il faut s'en souvenir, c'était parce que la Ligue arabe et l'OCI avaient été incapables de le faire. Elles en avaient discuté abondamment et elles s'étaient retrouvées le bec dans l'eau et du coup s'étaient tournées vers nous pour nous demander de le faire. Et c'est ce qui s'est passé. Donc on est un peu dans la même situation, même si maintenant à la Ligue arabe, on va voir le cher Nabil El Arabi vient d'être remplacé par Aboul Gate. On va voir ce qu'il y aura comme nouvelle politique. La Palestine, ça n'est pas pour nous, Madame la sénatrice, vous le savez. Voilà, et c'est un vrai problème. Comme d'ailleurs, je le signale, est un problème la question des jeunes Sahraouis au Sahara occidental. Le même syndrome qu'à Gaza, des jeunes qui n'ont connu que les camps de réfugiés. On a eu, peut-être vous l'avez vu ces derniers jours, des choses difficiles entre les Nations Unies et le Maroc à propos du Sahara occidental, parce que le secrétaire général a été quand même profondément scandalisé parce qu'il a vu à Tindouf, à Rabina, etc. Donc, question là aussi, va-t-il y avoir un processus politique? Sur le Nord Kivu, monsieur le sénateur, les explications, on en voit certains éléments. On est conscient du fait que toute cette région des Grands Lacs, pas seulement le Nord Kivu, a été le théâtre de ce qui a été au fond la première guerre continentale en Afrique, avec l'intervention de combien de pays de la région et d'au-delà, avec des chiffres absolument hallucinants, des millions de réfugiés, de déplacés, des millions de tués. On parle de 4 millions probablement il y a 15 ans. Et je ne parle pas des centaines de milliers de femmes violées, d'enfants, soldats recrutés, etc. D'ailleurs, tout ça, c'est quoi? C'est un conflit d'intérêts entre des acteurs régionaux. Et pour rappeler les choses par leur nom, le rôle qu'a joué le Rwanda, par exemple, dans certaines phases de cette crise, a été tout à fait critique. C'est à propos des ressources. Comment expliquer que l'Ouganda, et d'ailleurs aussi le Rwanda, qui n'ont pas de mines sur leur territoire, exportent, et on le voit dans la statistique douanière, de l'or, du coltan, et dans des quantités qui sont négligeables. Ça veut dire que tout ça, en fait, est pillé
dans le fond des forêts du Kivu et ensuite traités et exportés par les pays voisins. Hein, il y a des groupes armés qui sont dans des espèces de délires ethnico-nationalistes. Enfin, il y a toute une série de facteurs et justement maintenant des situations qu'il faut absolument essayer de régler. Je parlais des rebelles ADF qui sont des Ougandais et des Ougandais pas si éloignés que ça de l'armée de résistance du Seigneur, sauf qu'eux ils sont musulmans et qui sont connectés maintenant avec les Chebabs somaliens. L'armée de résistance du Seigneur, c'est aussi quelque chose d'invraisemblable, qui ressurgit d'ailleurs en Centrafrique. Oui, un groupe transnational, low-tech, qui se déplace à pied, ils n'ont pas de téléphone, donc on les suit à la trace. Et il y a une centaine de troupes spéciales américaines qui sont sur le terrain depuis 3 ans pour faire ça, discrètement. Et parfois, ils s'en prennent un. Mais ces gens qui kidnappent 200 enfants, ce qu'ils ont fait en Centrafrique il y a quelques semaines, les endoctrinent et en font des enfants soldats pour les servir dans leurs intérêts qui sont souvent liés au trafic d'or, au trafic d'ivoire et à de l'esclavage, en fait. Donc, beaucoup de choses, beaucoup d'interférences. Mais je crois que la bonne nouvelle de la visite du secrétaire général à Kinshasa l'autre jour, le président Kabila a donné l'ordre pour que nous reprenions la coopération militaire, enfin, après une année de gel. Et donc, on va lancer des opérations. On est en train de lancer des opérations, je crois, de grande ampleur. Et j'espère qu'on va avoir le résultat. Voilà, vous avez donc pu suivre l'audition d'Hervé Latsou, le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix. Je vous propose maintenant de suivre un tout autre sujet, l'audition de Maklouf Mamesh, qui est le président de la Fédération nationale de l'enseignement privé musulman. Une audition dans le cadre de la mission d'information sur l'organisation, la place et le financement de l'islam en France. Alors la question de l'enseignement privé musulman est importante aujourd'hui dans le débat public. Quelles sont les attentes de la communauté musulmane en matière d'enseignement privé? Quel contrôle l'État exerce sur ces établissements? Je vous propose tout de suite d'écouter cette audition. Pour la première fois, je rappelle qu'on parle vraiment et qu'on pose le sujet, l'enseignement privé musulman en France, qu'en est-il? C'est un sujet très important, mais vous avez posé beaucoup de questions qui sont pour moi très très importantes. Permettez d'abord de faire quelques remarques et quelques observations générales concernant l'enseignement privé musulman en France. Première remarque, c'est que l'enseignement privé musulman s'inscrit pleinement dans le paysage éducatif français. Ceci se manifeste sur 2 points. Premier, c'est le respect des programmes d'enseignement, surtout quand on est sous contrat d'association avec l'État. Donc tous ces établissements respectent le programme d'enseignement, même les établissements hors contrat, ils mettent ça dès le début, dès la création, l'enseignement du programme de l'éducation nationale. Deuxième remarque, c'est que cet enseignement respecte les valeurs de la République. Il se passe dans le respect total des valeurs de la République. Deuxième remarque, c'est que l'enseignement privé musulman qui est né au début des années 2000, et il répond à un réel besoin scolaire. C'est une demande de plus en plus grandissante. La troisième remarque, c'est que la multiplication aujourd'hui des établissements privés musulmans est un vrai levier pour l'enseignement privé en France. Et en aucun cas, on considère que ces établissements qui sont considérés comme un repli identitaire ou un refuge pour certaines personnes de la communauté musulmane. La quatrième observation, c'est que les établissements privés musulmans est un lieu d'éducation et d'enseignement. D'abord, pour réussir la scolarité. Ce n'est pas pour l'apprentissage par cœur du Coran, ce n'est pas pour apprendre les différentes sciences religieuses, mais d'abord ce sont des établissements d'enseignement privé qui s'inscrivent dans le paysage franco-français. Mais aussi, c'est un endroit idéal pour transmettre les valeurs de l'islam en parfaite harmonie avec les valeurs de la République, telles que le vivre ensemble, le respect d'autrui, la paix, l'amour. Et c'est l'endroit donc idéal aussi pour lutter contre toutes les formes
du radicalisme et de l'extrémisme. Ça, il faut qu'on le souligne bien, c'est que ces établissements sont un levier, c'est l'occasion pour lutter contre toute forme de radicalisme et de l'extrémisme, quelle qu'elle soit l'origine, religieux, philosophique ou autre. La cinquième et la dernière remarque, c'est que l'enseignement privé n'est pas une alternative à l'enseignement public. Pas du tout. On ne pense pas que les musulmans créent leurs établissements privés musulmans comme une alternative à l'enseignement public, mais c'est pour offrir un choix aux parents d'élèves qui veulent placer leurs enfants dans des établissements publics ou dans des établissements privés catholiques, musulmans, juifs. C'est exactement, c'est un choix à donner aux parents, et c'est ce qu'on appelle dans l'éducation nationale le caractère propre. Le caractère propre de nos établissements, c'est un établissement privé musulman. Et donc, c'est une valeur ajoutée. Dire aujourd'hui que ces musulmans, ils ont créé leurs établissements, les établissements privés musulmans, c'est un échec pour la politique de l'intégration. Je dis, c'est une réussite pour l'intégration. C'est que les musulmans intègrent, pour la première fois, à partir des années 2000, intègrent justement ce système éducatif français. Donc pour moi, cette intégration, elle a réussi. Il a inclus aussi les musulmans, comme les catholiques, comme les protestants, comme les juifs, comme les laïcs, comme les autres composants de la société, à créer, à intégrer ce système éducatif français. C'est pour cela le lycée Averroès à Lille, le groupe scolaire Al-Kindi à Lyon, le collège Ibn Khaldoun à Marseille, la Plume à Grenoble, Éducation et Savoir à Paris. Toutes ces écoles, tous ces établissements se sont réunis pour créer une fédération nationale. À l'instar des autres communautés, le SGEG pour les catholiques, le Fonds social juif unifié pour les juifs, etc. Et donc on a mis en place, c'est à l'initiative des musulmans, dans la perspective d'organiser justement et structurer l'enseignement privé musulman. Nous avons mis en place en 2014, en mars 2014, cette fédération qui réunit aujourd'hui l'ensemble à peu près des établissements privés musulmans. L'objectif de cette instance, c'est d'organiser bien sûr l'enseignement privé musulman en France, et surtout c'est d'être l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et mutualiser les expériences, parce que nous avons quand même une petite expérience en matière de création d'écoles, d'ouverture d'établissements privés musulmans, et on veut partager cette expérience avec les porteurs, parce qu'aujourd'hui il y a environ 60 établissements privés musulmans en France, dont 6 ils sont sous contrat d'association avec l'État. Mais il y a d'autres projets qui viennent. Chaque année, on assiste à 5, 6 nouveaux établissements privés musulmans qui se créent. Et donc, dès le départ, on a mis en place cette fédération justement pour accompagner, pour coordonner un peu les initiatives et accompagner ce processus d'ouverture d'établissements privés musulmans. Alors quand je parle maintenant, la Commission elle porte sur le financement des établissements et j'aimerais bien placer un mot sur le financement de nos établissements. Alors il faut dire que pendant les 5 premières années, l'établissement elle est hors contrat et donc il ne bénéficie en aucun cas d'une subvention quelconque de l'État, de la région, etc. Et donc les premières années, les 5 premières années, ce sont les porteurs de projets que je salue au passage, qu'ils assument pendant les 5 premières années le budget de leur établissement. Ils ont vraiment cette envie, ils ont vraiment le courage de mettre en place un projet et de le financer de A à Z. Ce n'est pas une mince affaire, c'est un énorme projet. Et donc, au bout de 5 ans, normalement, on passe le contrat d'association avec l'État. Aujourd'hui, nous n'avons que 6 établissements sous contrat avec l'État, dont une école à Lille, le lycée Averroès, c'est un contrat donc, total pour le lycée Averroès, mais les autres établissements, ils sont en contrat partiel. Quand je dis en contrat partiel, ça se peut que, par exemple, 2 établissements qui ont signé le contrat
avec l'État l'année dernière, ils ont une seule classe qui est sous contrat. Et donc on ne peut pas dire on a 6 établissements sous contrat, mais on a donc un établissement sous contrat et les autres ils sont en contrat partiel. Et vous imaginez le temps qu'on met pour la signature de contrat total? Chaque année on signe une classe. C'est le processus qu'on a engagé depuis il y a 2 ans maintenant. Chaque année on signe le contrat juste avec une seule classe. Le groupe scolaire El Kindi à Lyon, il a signé le contrat d'association avec l'État depuis, je pense, 2011. Eh ben, jusqu'à maintenant, chaque année, on signe une seule classe. Et vous imaginez s'il a, par exemple, 20 classes entre le collège et le lycée, eh ben, on va attendre peut-être 20 ans pour le passage sous contrat de l'établissement. Je pense qu'il faut faire quelque chose pour le passage sous contrat des établissements. Il faut un geste politique fort. J'attends du gouvernement, j'attends du ministère de l'Éducation nationale de faire un geste fort vis-à-vis de ces établissements pour rattraper le retard et pour justement, si on veut contrôler pas uniquement les finances, mais la pédagogie, on contrôle tout l'établissement. Je pense que le meilleur moyen de contrôler ces établissements privés musulmans, c'est de les faire passer ce contrat d'association avec l'État. Voilà. Maintenant, vous avez posé des questions concernant les attentes de l'enseignement privé. Alors, nous avons soulevé la question du financement, surtout. Donc, nos établissements, la plupart, ils sont hors contrat. Quand je dis 60 établissements, il y a des petites écoles, parfois une seule classe de 15 élèves. On l'appelle une école. Et parfois, le plus grand, je pense, le plus grand établissement privé musulman, c'est le lycée Averroès à Lille. Et puis, il y a aussi le groupe scolaire El Kindi à Lyon. Mais les autres établissements, on trouve parfois une seule classe, 2 classes, un niveau, 2 niveaux. La plupart de nos établissements, c'est des écoles primaires, puis des collèges et un peu moins les lycées. Il y a 2-3 lycées en France, des lycées privés musulmans. En matière de formation des maîtres, ça aussi c'est un grand souci pour nous, c'est un grand chantier. Les autres enseignements privés ont tous des centres de formation des maîtres, que ce soit la communauté juive ou pour les catholiques, les protestants, mais par contre pour les musulmans, donc on a ce déficit au niveau de la formation des maîtres. Au niveau donc du financement, on parle aussi du contrat d'association avec l'État. On attend à ce geste fort vis-à-vis de la communauté musulmane, de faire passer, signer le contrat d'association avec l'État avec d'autres établissements. On attend que cette année aussi, on a fait la demande pour 5 ou 6 établissements qui ont déjà 5 ans, même plus. Certains établissements, ils ont plus que 5 ans la période d'observation. Et donc jusqu'à 10 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore signé le contrat d'association avec l'État. Il faut qu'il y ait un vrai dialogue qui s'installe avec les dirigeants de ces établissements pour voir où est-ce qu'il est le problème pour le faire passer ce contrat avec l'État. Alors, un autre point aussi qui est important, à mon avis, c'est pas parce qu'il y a, à chaque fois, on entend une école musulmane qui ouvre, on dit il y a un problème quelque part, et puis on met parfois les bâtons dans les roues, on met des obstacles pour l'ouverture de ces établissements parce que des établissements privés musulmans, et donc on pense au repli identitaire, communautarisme, etc., etc. Toutes ces questions qui reviennent et qui pointent bien sûr la communauté musulmane. Alors je vous invite vraiment à ouvrir un dialogue franc avec les porteurs de ces projets et vous allez voir, vous allez être étonnés à quel point, quel degré ces porteurs de projets, ils portent dans leur cœur et dans leur projet les valeurs de la République. Ils défendent bec et ongle les valeurs de la République et ce n'est pas vrai de dire comme ça, ce sont des porteurs de projets, attention, c'est l'islamisme, attention, c'est le repli identitaire, attention, c'est le communautarisme, attention, c'est l'enseignement du Coran, de la Sunna, etc. Alors ces établissements, on insiste bien à travers. J'ai visité
pas mal d'établissements privés musulmans. J'étais invité dans pas mal de galas, de dîners, quand on parle de l'enseignement privé musulman, de rencontres. On a organisé aussi plusieurs séminaires dans le cadre de la FNAM et on parle et on met l'accent sur pourquoi vous ouvrez un établissement privé musulman. Si j'ouvre un établissement privé juste pour dire que les musulmans, ils ont 61 au lieu de 60 ou 62 au lieu de 61, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas l'objectif à atteindre. Mais ouvrir un établissement privé musulman, c'est de répondre à un réel besoin scolaire, bien sûr, c'est qu'il y a une forte demande, et puis assurer aussi la qualité de l'enseignement. Et on a affiché pour nos établissements, un établissement privé musulman, il faut que ça soit ouvert à tous. Ce n'est pas uniquement aux musulmans. Il faut que ça soit comme les autres établissements qui sont ouverts à tous. Deuxième point, un enseignement de qualité. C'est ça aussi, on met le doigt, on met l'accent sur la qualité des professeurs, la qualité de l'enseignement en général. Et troisième point, bien sûr, puisque nous sommes un établissement privé musulman, on met le caractère propre aussi en valeur et on dit que voilà, on enseigne bien sûr l'éthique musulmane, c'est déjà, ce n'est pas une matière obligatoire, mais bien sûr, on essaie de transmettre les valeurs de cette grande religion. Alors, le contenu, la dernière question, c'était le contenu, et je répondrai aussi sur la question du contrôle. Le contenu de nos enseignements. On l'a affiché depuis le début que le programme enseigné dans nos établissements, c'est le programme de l'éducation nationale. Ça, c'est une réalité. On reçoit dans nos établissements ce contrat des inspecteurs, des académies qui viennent, qui vérifient les enseignements, les diplômes, etc. Donc tout ça, je pense, il n'y a aucun problème. À cela, on rajoute bien sûr l'enseignement de la langue arabe. Et la langue arabe, c'est une matière comme toutes les autres matières, comme l'espagnol, comme l'anglais. C'est une langue vivante qu'on enseigne aussi dans d'autres établissements, pas uniquement dans les établissements privés musulmans. Et on enseigne aussi l'éthique musulmane ou la religion musulmane, comme chez les catholiques le catéchèse et puis chez les juifs. Donc on essaie, voilà, la Torah, et donc on essaie de transmettre à nos élèves ces valeurs aussi religieuses telles que l'amour, telles que le respect d'autrui, etc. Dernière question sur le contrôle. Alors sur le contrôle, nos établissements ils sont ouverts à tous les contrôles qui existent. Nous n'avons aucun problème. Les portes, elles sont ouvertes. Seulement, je demande à ce qu'il y ait un vrai dialogue qui s'installe avec les porteurs de projets, avec les directeurs de nos établissements. Et vous allez voir que les portes, elles sont toujours ouvertes. Maintenant, je répète que la meilleure façon pour contrôler les établissements privés musulmans, c'est de les faire passer sous contrat d'association avec l'État. Et comme ça, les professeurs ils sont formés, les professeurs ils sont certifiés, les inspecteurs ils peuvent venir, voir, inspecter à tout moment. Et puis, le fait de mettre les moyens pour réussir, je pense c'est un levier très important, de faire réussir l'enseignement privé musulman. Je pense que nous avons tout à gagner, le fait de soutenir, de mettre les moyens pour réussir l'enseignement privé musulman. Oui, monsieur, si vous voulez compléter. Bien, merci Madame la Présidente. Quelques mots pour me présenter avant de vous dire, de compléter le propos du Président, Monsieur Mamèche. Vous savez, moi j'ai fait toute ma carrière dans l'éducation nationale, je suis parti comme instituteur et mon dernier poste a été directeur de l'Académie de Paris. J'ai eu d'ailleurs des académies comme l'Ille-et-Vilaine où l'enseignement catholique était très présent sous contrat. Hein. Et donc j'ai beaucoup travaillé avec l'enseignement. Et dans l'Orne, évidemment, pardon Madame la sénatrice. Et effectivement, je suis passé dans l'Orne aussi pendant 2 ans. Et donc j'ai connu dans mes différentes fonctions et beaucoup l'enseignement privé sous contrat. Lorsque j'ai pris ma retraite, j'ai été appelé par le président de l'association Averroès parce qu'il venait de recruter un jeune professeur de mathématiques dont il a fait le directeur de lycée.
Et comme ce directeur, évidemment, n'avait pas de hiérarchie, puisqu'il était le seul lycée musulman en France, il n'avait pas, comme les directeurs de l'enseignement catholique, un directeur diocésain, il n'avait pas, comme les principaux, les proviseurs des inspecteurs d'académie ou des recteurs pour les suivre, et il m'a demandé s'il voulait être un petit peu son tuteur. Et donc, au début de mon arrivée au lycée Averroès, donc j'étais un peu le coach du directeur pour lui montrer comment exercer un métier de chef d'établissement que j'ai été moi-même, puisque j'ai été aussi principal proviseur, inspecteur d'académie. Et donc, c'est comme ça que je me suis attaché à Averroès, puisque en travaillant beaucoup avec le directeur à ma retraite, et ensuite en devenant un peu le conseiller pédagogique de cet établissement, puisque j'y fais la formation des enseignants, la formation des parents d'élèves et la formation des élèves. Donc, je suis extrêmement impliqué dans cet établissement. Malheureusement, depuis peu, le président du conseil départemental du Nord m'a appelé à ses côtés. Et donc, je suis un peu moins présent à Averroès, mais surtout présent au cabinet du président, puisque je m'occupe des questions d'éducation. Moi, je voulais vous parler d'abord un petit peu de la FNEM, et ensuite vous parler du lycée Averroès, parce que je voudrais en être un témoin vivant. Et comme l'a dit le président, je souhaiterais vraiment que les sénateurs puissent venir le visiter. Il y a déjà une commission qui est venue, des sénateurs qui sont déjà passés avec une commission chez nous. Je voudrais vous dire quelques mots sur la FNEM. Nous avons... En faisant cette FNEM, et j'y ai participé directement, construit cette FNEM, la fédération, nous avons installé une sorte de charte qui s'appelle les principes fondateurs de l'enseignement privé musulman de France. Cette charte, nous demandons, et j'aimerais bien que cette charte puisse être annexée au rapport, si c'est possible, parce que cette charte vous montrera à travers les propos qui sont tenus, les écrits de cette charte, qui parlent de l'enseignement, de l'éducation. Vous verrez qu'en définit cette charte, elle montre bien comment l'enseignement musulman s'inscrit dans le paysage, comme tu l'as dit très bien, Marlouf. Et en même temps, comment moi je me suis toujours, dans cet établissement, en définitive de mon arrivée, j'étais à la fois le porteur et le garant des valeurs de la République dans cet établissement, à la fois parce que je suis un militant laïque, davantage que je n'ai aucune religion, enfin en tout cas je n'ai pas de religion, mais en même temps j'étais dans cet établissement pour leur montrer que on pouvait être à la fois un établissement confessionnel, privé, sous contrat, et en même temps avoir et défendre constamment les valeurs de notre pays. Donc je voudrais, si c'est possible, que cette charte-là soit signée. Vous verrez que, je n'ai pas à moi d'en parler, elle prône un islam du juste milieu, elle demande aux fédérations, enfin aux établissements qui veulent y adhérer, de l'adopter. Et par conséquent, elle montrera avec beaucoup d'éclat combien cet établissement est un établissement comme les autres. Je parlerai d'Averroès après, pour dire d'ailleurs qu'à Averroès, on a maintenant des enfants qui ne sont pas musulmans, qui sont élèves. Donc je vous dirai quelques mots là-dessus. Le problème de notre enseignement musulman en France, c'est un problème de moyens, c'est un problème politique. On n'est pas dans un cadre administratif, on n'est pas dans un cadre où il faudrait toujours avoir des moyens. Je pense qu'on a besoin en ce moment d'une volonté politique pour permettre à l'enseignement musulman de se développer. La meilleure preuve, c'est que nous avons par exemple écrit à la ministre le 4 janvier pour lui dire que nous attendions toujours que les moyens soient accordés à l'enseignement musulman en France, parce que cette année, nous sommes à 5000 élèves scolarisés dans l'établissement musulman, près de 65 établissements, une quinzaine qui se sont ouverts à la rentrée dernière, plusieurs, à peu près 6, qui peuvent passer sous contrat, et malgré nos instantes demandes, nous n'avons pas encore réussi à savoir quelle était la dotation qui était attribuée à l'enseignement musulman en France pour la rentrée prochaine. Quelques mots sur l'attribution des moyens. Moi qui ai participé directement, je peux vous en parler. Le budget de l'État donne aux établissements publics et privés les moyens de fonctionner dès le mois de novembre dans la loi de finances. L'enseignement catholique connaît sa dotation de mois de décembre, et les établissements confessionnels privés sous contrat ou les autres établissements laïques sous contrat d'association ne connaissent pas leur dotation rapidement, parce que cette dotation est prise sur ce qu'on appelle la réserve. Il faut que vous sachiez que l'État donne les moyens à l'enseignement catholique, et tout ce qui n'est pas donné à l'enseignement privé catholique reste dans une réserve qui est ensuite distribuée. Alors là, suivant des critères qu'on n'a jamais pu connaître, malgré le fait qu'on nous donne les moyens qui sont distribués. Et cette année, par exemple, la réserve comprend 70 contrats, et nous ne savons pas encore à la date d'aujourd'hui quels sont les moyens qui sont attribués à ces établissements, notamment au lycée Averroès, qui a 2 classes de plus en terminale et dont on ne connaît pas encore les moyens pour assurer la rentrée prochaine. Donc nous avons beaucoup insisté pour avoir en temps utile, comme l'enseignement catholique, les moyens pour faire fonctionner nos établissements d'enseignement musulman. Pour l'instant, nous nous sommes trouvés confrontés à une non-réponse, pour ne pas dire autre chose. Je voudrais, enfin, vous verrez, on a fait une lettre à la ministre qu'on n'a pas voulu publier, parce qu'après tout, on ne voulait pas polémiquer. Comme l'a dit clairement le président de la FNEM,
si l'État fait passer une classe par année sous contrat, au collège Averroès, il faudra 20 ans pour l'établissement sous contrat, alors que le lycée Averroès, il est passé en une seule fois. Alors, il est passé en une seule fois, toutes les classes de seconde, première, terminale sont passées à l'époque. C'était le préfet Canepa, qui était à l'époque préfet, qui avait demandé à l'État, au gouvernement, son passage sous contrat. Si nous attendons une classe par an, comme c'était, ça se voit un peu partout, à Marseille ou à Lyon ou même ailleurs, notre le collège Averroès mettra 20 ans pour être passé sous contrat. Je trouve que c'est un peu excessif. Encore un exemple et une anecdote que je voudrais rapporter, c'est que dans les cas où vous faites passer une classe par niveau, on arrive à une absurdité, c'est qu'au lycée El-Kindi, il y a 2 classes de 3e. Il n'y en a qu'une qui est sous contrat. Et vous savez, quand les élèves vont au brevet des collèges, et j'en sais quelque chose, eh bien, s'ils sont sous contrat d'association, ils font comme les élèves d'enseignement public de 3e, ils ne passent que 3 épreuves et ils ont le contrôle continu. Par contre, les établissements qui sont privés et qui ne sont pas sous contrat doivent passer toutes les épreuves. À Al-Kindi, dans ce lycée, qu'est-ce qu'on fait? Il y aura une classe qui va passer toutes les épreuves, l'autre qui va les passer. Comment choisir les élèves? Et non, nous avons souligné cette contradiction auprès du ministre. Il faut dire que nous attendons toujours sa réponse. Voilà quelques mots que je voulais ajouter. Je voudrais, si vous voulez bien, vous parler du lycée Averroès, que je suis donc de très près, dont je suis vraiment, au sens fort du terme, le conseil pédagogique. Je voudrais d'abord dire avec clarté que dans cet établissement, ce n'est pas un établissement coranique, comme j'ai entendu un jour le dire. Non, l'enseignement musulman, enfin la religion n'est pas une matière de cet établissement. Au mieux, ça s'appelle éthique musulmane. Elle n'est pas obligatoire, et notamment pour ceux qui ne sont pas musulmans, puisque ce lycée maintenant scolarise évidemment une majorité d'enfants musulmans, soit pratiquants, soit non pratiquants, soit des enfants de couples mixtes, et maintenant depuis peu des enfants non musulmans, pour une raison simple que je vais vous dire. C'est que nous voyons arriver des parents en 6e et en seconde qui nous disent ben, petit camarade, nos enfants rentrent au lycée, ils sont musulmans, mais nous non, est-ce qu'on peut venir? Mais la réponse est oui. La seule chose qui nous contrarie, c'est qu'on a à peu près 4 fois plus de demandes que de places pour accueillir tous ça. Et c'est vrai que c'est un problème pour nous. Dans cet établissement, au lycée Averroès, je peux vous assurer que, contrairement à ce que j'ai connu dans l'enseignement public, et ce que dit un inspecteur général que vous connaissez peut-être, Jean-Pierre Aubin, nous n'avons pas d'exemple d'extrémisme parmi nos élèves. Nous sommes très très présents dans cet établissement. Je ne connais pas un seul cas de radicalisation. On a eu une alerte. Quelques élèves de seconde sont venus nous dire il y a tel élève qui suit tous les jours sur Internet, la nuit, des émissions. On est en train de se poser des questions pour elle. Il faudrait faire quelque chose. Eh bien, nous avons signalé cet élève à la cellule nationale d'anti-radicalisation. Nous l'avons signalé, nous l'avons prise en main. Et cette jeune fille, maintenant, est suivie à la fois par nous, mais aussi par les cellules qui sont mises en place. Je peux vous assurer que, contrairement à ce que dit avec méchanceté et malveillance un professeur de philosophie, il n'y a jamais eu d'antisémitisme au lycée Averroès. Et je peux en témoigner, moi qui suis juif d'origine, donc je peux en parler. J'ai toujours dit au directeur comme au président de l'association, si j'avais senti le moindre relent d'antisémitisme, en tant que je serais parti. Et je peux vous en parler avec beaucoup de force, parce que justement, nous avons toujours voulu pratiquer le dialogue interreligieux. Nous y participons pleinement. J'y ai participé en 100 ans comme responsable d'enseignement public. Eh bien, dans cet établissement, nous allons venir un rabbin. Nous avons projeté d'emmener nos enfants à Auschwitz et à Birkenau bientôt. Tout ça pour vous dire que dans cet établissement-là, nous cultivons avec force, avec conviction, avec les professeurs qui sont tous convaincus, nous pratiquons avec beaucoup de force ce respect de l'interreligieux, cette connaissance de la religion de l'autre. Et comme disait Jean-René de Serve, nous sommes très partisans dans l'enseignement du fait religieux parce que dans cet établissement, dans ce cas-là, beaucoup d'établissements, beaucoup de problèmes seraient résolus quand les enfants connaîtraient les uns les autres, les religions des autres. Et c'est pour terminer sur un propos un peu laudateur, mais je m'excuse, moi qui donc connais bien ce lycée de près, je peux vous assurer que c'est un établissement exemplaire. Et d'ailleurs, les inspecteurs pédagogiques régionaux de l'enseignement public qui sont venus suivre la mise en place de l'enseignement moral et civique au lycée Hélène Boucher, ils sont venus nous suivre, mais après tout, c'est tant mieux pour nous, nous ont dit que nous étions le seul établissement d'académie qui appliquions avec autant de zèle et autant de force ce nouvel enseignement moral et civique. C'est vous dire par conséquent que cet établissement, c'est exemplaire,
Et son succès, c'est pas seulement d'avoir fait réussir ses élèves dans des proportions exceptionnelles au baccalauréat, ou après. Nous avons des enfants qui arrivent, des élèves qui arrivent maintenant en fin d'année de médecine, d'autres qui sont déjà ingénieurs. On a des tas d'enfants qui... Notre succès, c'est pas seulement de les faire réussir au bac, c'est de les faire réussir aussi dans leurs études supérieures. Et bien cet établissement, ce qui fait aussi son honneur, c'est qu'il est devenu en France un modèle, et que c'est vrai que nous sommes très sollicités par beaucoup d'établissements qui veulent venir nous voir pour dire on aimerait bien faire comme vous, aidez-nous. Et je crois que c'est ça qui est aussi pour nous une grande victoire. Je dis souvent aux musulmans que je rencontre, pour moi, le lycée Averroès, c'est la seule institution musulmane de France que je connaisse qui a vraiment réussi. Et je ne parle pas des autres institutions, et sans porter de jugement de valeur, vraiment. Voilà, donc je voulais apporter ce témoignage aujourd'hui à la Commission, et je suis prêt évidemment à répondre à toutes les questions que vous souhaitez me poser, ou nous poser d'ailleurs. Bien, merci. Écoutez, je pense qu'on va passer maintenant à un temps d'échange. Je vais prendre les demandes de questions et donner la parole avant tout à co-rapporteur, Madame Goulet. Je prends la lampe pour prendre le micro, ça va pas aller. Merci pour ce vibrant plaidoyer. Je vois que vous avez gardé toute votre énergie, monsieur Soussan. J'ai plusieurs questions un peu techniques à vous poser, monsieur le directeur. Le financement de la construction et de la mise en place s'est fait comment et par qui? Le paiement le choix et le paiement des enseignants c'est fait comment et par qui et leur rétribution, parce qu'il faut bien qu'ils aient un statut s'ils n'ont pas de lien. Et j'ai bien compris la rupture d'égalité entre les classes, selon qu'elles étaient ou pas sous contrat. Et finalement, votre plaidoirie pour un enseignement libre religieux, musulman, comme il y a les catholiques et les juifs dans la même optique. Donc j'ai bien compris que vous aviez des enfants qui n'étaient pas musulmans. Donc j'en déduis que le voile n'est pas obligatoire dans votre établissement. Je vous remercie de me le confirmer. Est-ce que vous pourriez me répondre sur ces questions techniques, parce que c'est quand même extrêmement important, puisque toutes les questions de financement ont toujours besoin d'être claires pour ne pas soulever de suspicions. Donc plus les choses seront claires et dites dans le cadre de cette commission, et plus nous serons à même d'être efficaces peut-être pour vous aider plus tard. Merci. Je vous propose de répondre à Madame Goulet, puis ensuite mes collègues s'inscriront pour des questions. Rapidement, donc pour le financement et la construction de nos établissements, il y a plusieurs formes d'ouvrir un établissement scolaire. Certaines, ils ont commencé au sein de la mosquée. Premier étage, deuxième étage, il y a souvent dans les mosquées, les lieux de culte, des salles de cours pour l'apprentissage de la langue arabe, ce qu'on appelle les écoles coraniques ou les écoles qui enseignent l'enseignement de la langue arabe et l'apprentissage du Coran dans les mosquées. Et donc il y a des salles qui sont parfaites, qui sont bien préparées. Et donc parfois on assiste à l'ouverture d'un établissement collège, par exemple lycée, au sein d'une mosquée. D'autres, ils préfèrent de louer un bâtiment dédié à l'enseignement pour le collège ou le lycée. Voilà, d'autres, s'ils ont les moyens, ils achètent le bâtiment. S'ils n'ont pas les moyens, ils louent un bâtiment, etc. Et puis, chacun, comment il se débrouille pour trouver un bâtiment adéquat pour l'enseignement. Deuxième question, le choix du paiement des enseignants. Je pense que c'est le droit privé. Il y a des établissements hors contrat un peu partout, pas que pour les musulmans, mais pour les catholiques, ils ont des établissements hors contrat. Les juifs aussi, ils ont des établissements hors contrat. Et donc, il y a un contrat entre le professeur et l'organisme gestionnaire de l'établissement. Et donc, c'est du droit privé, mais c'est reconnu en tant que pour tel, enseigner telle matière, etc. Donc sur ça, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, vous êtes tous une forme associative. Est-ce que vous avez reçu des fonds de l'étranger? Est-ce que c'est des fonds d'une collecte des gens religieux autour? Vous ne m'avez pas vraiment répondu. Alors, donc vous parlez du financement de l'établissement, pas uniquement le paiement des professeurs. Ça, c'est oui, l'ensemble. Il y a sûrement, pour financer ces établissements qui coûte cher, vraiment. C'est un grand sacrifice.
Alors, on organise dans nos établissements des soirées, par exemple, dîner gala, dîner caritatif pour financer tel ou tel projet. Il y a des collectes dans les mosquées. On appelle les fidèles, par exemple, à prendre en charge tel ou tel, à participer dans le budget de fonctionnement, dans l'achat de bâtiments. Et puis, il y a aussi le financement qui provient de l'étranger. Mais il y a un financement qui est vraiment... C'est très difficile déjà, on peut en parler sur le financement de l'étranger. À l'étranger, vous savez, il y a, que ce soit, et surtout dans les pays du Golfe, des fondations qui aident à financer et à mettre en place des établissements privés musulmans, comme la Banque de développement islamique basée à Jeddah, la Fondation Qatar Charité au Qatar et d'autres aussi organismes au Koweït. Et puis les autres, les Émirats arabes, etc., le Croissant Rouge. Donc ces fondations, on prépare tout un dossier, le dossier il passe dans des sphères différentes, etc. Et puis à la fin, ils décident à accorder un budget à telle ou telle école. C'est surtout pour l'achat du bâtiment, ce n'est pas pour le budget de fonctionnement. Mais c'est très difficile pour arriver à s'y faire et déposer et avoir... Non mais, Monsieur le Président, je voudrais vous mettre tout à fait à l'aise. À partir du moment où l'État ne peut pas financer, la question est tout à fait légitime. Ce n'est pas une inquisition de ma part, c'est juste pour savoir comment ça s'est organisé pour que vous puissiez monter ce lycée exceptionnel ou en tous les cas que vous présidez. Donc la question est tout à fait légitime. Ne croyez pas que ce soit une atteinte, c'est tout à fait normal. À partir du moment où vous ne pouvez pas avoir de fonds publics, la question est tout à fait normale de savoir comment ça a été financé. Encore une fois, c'est pour de la transparence. Oui, ne voyez pas de mauvaises intentions dans ma question. Juste cette année, je rappelle que le Qatar, l'émir du Qatar, il a donné à la Sorbonne, je pense, 2 ou 3 millions d'euros quand il y a eu le problème des réfugiés, etc. Et donc, personne n'en parle. Par contre, je constate que si un établissement privé musulman reçoit 1 million d'euros, 2 millions d'euros, c'est le financement provenant de l'étranger, c'est l'islam qui est pointé, et on fait tout un débat là-dessus. Et de toute façon, ce n'est pas interdit de recevoir l'argent de l'étranger. Et même on le dit, seulement quand l'argent il est conditionné, on le refuse. Et on le dit à voix haute, on refuse l'argent conditionné. Si vous pouvez participer à tel ou tel édifice, etc., vous êtes les bienvenus. Mais il ne faut pas que ça soit conditionné, enseigner tel islam, enseigner telle pratique, ou faire telle pratique, ça, on le refuse. Moi, je voulais compléter, Madame la Présidente, parce que vous permettez. Je voudrais tout simplement compléter par 2 éléments. Le premier élément, c'est que le président de l'association Averroès a dit souvent, quand l'établissement n'était pas encore sous contrat, que le premier contrat d'association qu'il avait signé, c'était avec les parents d'élèves. Et les parents d'élèves, effectivement, chaque mois, contribuaient par des dons ou par le coût de la scolarité, au paiement des enseignants, au fonctionnement de l'établissement. Et ce contrat d'association, il a toujours dit, avant de le signer avec l'État, je l'ai signé avec les familles. Et c'est vrai que, notamment à Lille, la communauté musulmane de Lille, avec la grande mosquée, était extrêmement présente. Et il y avait une implication terrible, formidable, pour que ce lycée vive et réussisse. Et puis, pour compléter le propos du président, moi, je voudrais tout simplement dire que nous avons été, effectivement, une fois contactés par une grande fondation des pays du Golfe qui nous a proposé d'acheter notre établissement et après de le louer. Et la réponse du président et du directeur, c'était de dire non, nous on ne veut pas de votre argent, il faut vous acheter nos locaux, nous on veut chez nous. Et si vous voulez nous aider par des dons, on veut bien, mais on ne veut pas que vous puissiez prendre possession de nos locaux, puis ensuite nous le louer ou intervenir dans le fonctionnement. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, en tout cas, à Averroès, on reste extrêmement très soucieux de garder notre indépendance, je voulais dire, surtout par rapport aux pays qui sont très preneurs, évidemment, de la notoriété de notre établissement. Juste pour répondre à la dernière question concernant le voile. Dans les établissements privés musulmans, on l'a dit et on l'a affiché que le voile n'est ni obligatoire ni interdit. C'est un établissement privé musulman et donc ce n'est pas un établissement voilé, foulardé, loin de là, mais c'est un établissement qui est ouvert à tous. Seulement, il y a cette liberté pour les filles voilées qui peuvent garder leur voile. Ils peuvent garder leur voile
tout en ayant au sein de l'établissement. Mais je constate aussi que quand on reçoit des inspecteurs, des visites, j'ai même vu un rapport écrit par un inspecteur d'académie, comme quoi, voilà, j'ai rencontré la directrice qui est voilée. J'ai rencontré le professeur de mathématiques et met entre parenthèses qui est voilé. Mais pourquoi on rajoute ce qualificatif? Est-ce quand on rencontre un professeur dans un établissement catholique qui porte la croix, est-ce qu'on mentionne aussi que nous avons rencontré le directeur qui porte la croix ou qui porte la kippa mais je ne pense pas. Par contre, on se focalise sur le foulard et est devenu aujourd'hui un point qui ne passe, de fixation qui ne passe pas inaperçu. Alors, j'avais 3 demandes de parole. Madame Durieux, Monsieur Couracci et Monsieur Carucci, excusez-moi. Excusez-moi, mais on a de nombreuses heures de débat et de travail derrière nous et de nombreuses qui nous attendent. Excusez-moi, Monsieur Carucci et Monsieur Grosdidier. Madame Durieux. Merci. Merci, Monsieur Carucci. Merci aussi, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Conseiller. Bon, vous avez commencé votre propos en disant la création de ces écoles privées musulmanes correspond à un besoin réel scolaire. Vous avez dit par la suite, dont vous avez probablement répondu, qu'au programme de l'éducation nationale, vous ajoutiez l'enseignement de la langue arabe. C'était peut-être l'un des besoins, celui de la religion, c'est normal, celui de l'éthique. Y avait-il d'autres demandes? Ma seconde question, vous venez de répondre. Le financement de la réalisation de votre établissement, vous avez dit par les porteurs de projets. Madame Goulet vous a posé des questions précises et vous avez apporté des réponses, me semble-t-il, précises, sauf si vous avez à compléter. En tout cas, par rapport à l'argent venant de l'étranger, vous avez bien précisé qu'il ne pouvait pas être conditionné. C'est normal qu'on pose cette question, qu'on pose cette question en ce moment. Enfin, si parmi les porteurs de projets, il y en a d'autres à signaler, bon, vous nous dites, votre réponse sera complète, même si vous avez déjà fait une partie de la réponse. Peut-être pour ma troisième question aussi, j'allais vous demander, et la mixité. Et la mixité, et donc je complète là aussi la question de Mme Goulet, comment la gérez-vous cette mixité? Puisque nous avons quelques problèmes dans le cadre de l'école publique laïque à gérer cette mixité, notamment les cours de gymnastique, les petites filles ou les jeunes filles. Quel type de problème avez-vous et comment les réglez-vous? Et enfin, en ce qui concerne le radicalisme et l'éducation, vous avez dit, bon, vous avez une éducation sans doute qui est assez complète pour anticiper. Vous n'avez pas noté de cas de radicalisation, mais est-ce qu'au demeurant, vous faites de la prévention? Y a-t-il des cours qui parlent de ce problème, puisque c'est quand même notre réalité aujourd'hui, et c'est peut-être cela l'objet de cette commission et du travail qu'elle fait. Merci. Oui, c'est beaucoup, hein, Monsieur Carucci. Vous n'avez plus rien à dire. Oh là là. Peut-être que vous pourriez poser vos questions, messieurs, et puis ça permettra. Oui, Monsieur le Président, moi j'entends bien, bon, c'est un peu normal. C'est-à-dire que si vous veniez ici pour nous dire que vous étiez une difficulté dans la République, je serais assez étonné. Personnellement, moi j'ai toujours été favorable à ce qu'il y ait à côté de l'enseignement public laïque et républicain un enseignement privé. Je trouve que c'est tout à fait normal qu'il y ait un enseignement privé catholique, un enseignement privé juif, un enseignement privé musulman. J'ai vraiment zéro état d'âme en la matière, parce que les familles peuvent vouloir autre chose qu'une éducation strictement laïque. Il y a des familles attachées aux valeurs religieuses dans toutes les religions, et c'est tout à fait logique et normal, et là-dessus, franchement, zéro problème. En revanche, vous comprendrez que, puisque cette mission est essentiellement sur le financement, il y a une difficulté, j'entends bien.
problème pour passer sous contrat d'association. D'abord, bien sûr qu'il y a beaucoup plus d'établissements privés catholiques ou juifs sous contrat d'association, mais parce que la création d'établissements privés catholiques ou juifs est beaucoup plus ancienne. Et que donc il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans d'ancienneté dans bien des établissements. Et là, effectivement, le passage sous contrat s'est fait de manière progressive d'ailleurs. Et donc, il y a une logique. Moi, je pense que dans 10 ans, vous aurez beaucoup d'établissements musulmans sous contrat. Mais si, parce que le système classe à classe est tellement ridicule qu'il va exploser. Et que c'est tellement absurde que ça ne tiendra pas. Et dans 10 ans, si l'existence des établissements privés musulmans est parfaitement intégrée au système de l'éducation nationale, il y aura un système de conventionnement et de contrat d'association. Et ce sera la règle, comme pour les autres. Ce sera la règle, comme pour les autres. Et tant mieux, parce que c'est le meilleur moyen pour que, à la fois les inspections, à la fois les contrôles se fassent de manière régulière. En revanche, il y a un petit sujet quand même, parce que j'entends bien dire oui, on a le droit d'être financé de l'extérieur. Mais justement, depuis le début de cette mission, tout le problème, c'est de savoir comment, pourquoi le financement des mosquées peut venir de l'extérieur. Comment, pourquoi un certain nombre de financements peuvent venir de l'extérieur, avec ce que ça veut dire. Bien sûr, vous dites pas de financement avec contrepartie ou gagé, ou bon, très bien. Mais dans un monde qui n'est pas idéal, qui est quand même celui dans lequel nous vivons, on peut légitimement se dire que des pays, des fondations étrangères qui payent massivement, c'est pas totalement neutre. Et j'entends bien, c'est compliqué parce que, au début en tout cas, la communauté musulmane n'a pas directement, les parents n'ont pas directement les moyens, et pourtant il faudra bien mettre en place un système. Mais est-ce que, dans vos rapports avec le ministère, qui me paraissent assez difficiles, est-ce que vous avez fait des propositions? Est-ce que vous avez dit, mais nous sommes prêts à couper l'arrivée des crédits de pays étrangers, mais voilà comment alors on pourrait trouver des solutions pour que les familles musulmanes qui le souhaitent aient à leur disposition des établissements privés musulmans en fonction de leur capacité contributive. Parce que, problème, je le dis depuis le début, que ce soit pour les mosquées, pour le reste, moi je suis pour un islam de France, totalement intégré et totalement accepté. Mais c'est évident qu'il faut faire une vraie révolution dans le système d'organisation de l'islam de France si on veut y arriver. Et je pense qu'à un moment, la rupture avec les financements étrangers en fera partie. Donc, est-ce que là-dessus, vous avez des propositions? Oui. D'abord, effectivement, comme ma collègue Madame Durieux voulait effectivement poser le problème de la mixité et également du suivi, à dire, de tous les enseignements. On a des problèmes parfois dans l'enseignement public. Moi, dans ma ville, la moitié de la population est de confession de culture musulmane, donc dans certains établissements, c'est 3/4 des élèves. On a parfois eu, effectivement, ce type de difficulté, la contestation de certains enseignements scientifiques au nom d'une conception dire très, très littéraliste, Coran, comme certains protestants contestent les thèses évolutionnistes aux États-Unis. Également sur la pratique du sport pour les filles. Donc, comment est-ce que, effectivement, vous le gérez? Après ça, sur le voile, faire remarquer que dans les établissements catholiques, les jeunes filles sont aussi libres de porter le voile. Et d'ailleurs, et j'avais remarqué presque en le regrettant, mais j'étais premier auteur avec Ernest Chenière à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi interdisant les signes religieux ostentatoires dans les établissements publics d'enseignement. Et j'avais remarqué comment, à ce moment-là,
une fois que la loi avait été adoptée, j'avais vu l'inscription de beaucoup d'élèves justement dans les enseignements privés catholiques pour qu'elles puissent porter le voile sans y être contraintes. Ensuite, je ferai remarquer à mes collègues qu'il y a aussi un besoin qui n'est pas dit, mais que très souvent, une partie de la population musulmane vit dans des quartiers plutôt défavorisés, où la carte scolaire fait qu'on les envoie dans des établissements dire qu'ils sont quand même moins bien cotés que d'autres, et donc que cela participe aussi, on évoquait la demande, mais que la demande d'enseignement privé participe aussi, répond à la volonté des parents de sortir les enfants d'un certain déterminisme social et éducatif du fait de leur lieu de résidence. Sur alors première question vraiment sur, sur la question de la mixité au géré. Deuxième question. Alors, Averroès, en plus, avec le nom que l'établissement porte, est exemplaire, et c'est bien que la réalité soit conforme au nom qui, immédiatement, donnait une grande ambition. Savoir comment les parents réagissent. Est-ce que certains parents justement, trouvent que vous en faites éventuellement pas assez. On sait comment peuvent tous être influencés, parfois par des courants, parfois par la télévision, par Internet. Est-ce que vous avez ce dialogue? Comment ça se passe? Et est-ce que justement certains ne vous reprochent pas au-delà? Et deuxièmement, quelle méthode? Il y a du non-dit, effectivement, dans cette difficulté. Je ne suis pas aussi optimiste que mon collègue Roger Carucci sur le fait que ça va se débloquer. Il y a une vraie réticence. Il y a une réticence d'abord, je veux dire, d'une laïcité que j'allais qualifier de négative d'État pour certains, de dire il faut absolument limiter, ne pas favoriser le développement d'enseignement privé confessionnel en tant que tel. Ensuite, il y a quand même une crainte de l'islam, dite ou non dite, et de se dire, tiens, on va quand même pas financer des établissements dans lesquels, dire peut-être plus que dans les établissements israélites ou catholiques, peuvent, voilà, donc il y a ces réticences non dites, quoi. Alors, quelle est, pour vous, la part de ces réticences non dites, et quelle est la part aussi, il faudra qu'on se la pose, des restrictions budgétaires, quoi. Je veux dire, on est à budget constant, quoi. On va augmenter l'enveloppe, elles sont déjà pas trop importantes, quoi, par les temps qui courent, donc on a cette difficulté supplémentaire. Enfin, je terminerai sur la question des murs. Moi aussi, je suis pour la construction d'un islam de France, mais j'ai toujours trouvé totalement contradictoire cette interdiction de financement public. Étant d'un département concordataire, je suis le seul maire à avoir construit une mosquée municipale, mais il y a cette interdiction de financement par des fonds publics et en même temps cette exigence que je partage d'édification d'un islam de France. Et s'il n'y a pas de financement public, compte tenu du niveau de vie moyen, du niveau de ressources de nos concitoyens musulmans, il n'y a souvent pas d'autre alternative que le financement par l'étranger. Alors, vous nous rassurez, parce que tout le monde le pose quand vous posez la condition du non-conditionnement, précisément des aides, qu'en plus les aides ne concernent que l'investissement et pas le fonctionnement, c'est moins dangereux. Parce que dès lors que ça vous appartient, dire on est libre, c'est quand le financement étranger concerne le fonctionnement que ça devient dangereux. Et pour vous, et je terminerai là-dessus, en partageant un analyse que Roger Carucci, si on voulait au maximum couper le lien, est-ce qu'on a l'idée, on esquisse comme ça, de remettre en vigueur la fondation des œuvres d'islam de France qui ne marche pas? Elle pourrait peut-être être alimentée par le halal, etc. Bien qu'il y ait des besoins immobiliers déjà des lieux de culte qui seraient très importants, mais même si on avait une solution de cette nature, est-ce que vous voyez, après, il ne suffit pas d'avoir l'argent, il faut encore le distribuer, et compte tenu de l'éclatement des musulmans de France, est-ce que vous pensez que c'est gérable? Et par ce système, est-ce qu'on pourrait financer les projets immobiliers, après ça, l'État et les parents finançant le fonctionnement? Moi, je préfère que les grandes questions générales soient... Moi, je parler de la mixité. Je voudrais répondre à vos deux questions sur la mixité. Dans cet établissement, je parle d'Averroès, mais je pense que dans ceux des établissements qui appartiennent à la FNEM, le sujet est le même. Nous nous sommes toujours attachés à dire que l'enseignement était obligatoire, il est neutre, et que tous les enseignements doivent être dispensés.
Et en particulier, moi qui étais principal dans un collège où il y avait énormément d'enfants de témoins de Jéhovah, les parents me disaient, il est hors de question que nos enfants apprennent la théorie de l'évolution, qu'ils viennent d'ailleurs même le samedi à l'école. Je me suis souvent insurgé contre ces parents en leur disant, ouais, bah, écoutez, quitte l'école publique à ce moment-là, il faut aller ailleurs. Dans cet établissement AVROS, nous sommes d'ailleurs, les inspecteurs viennent régulièrement le voir. Et donc, si par hasard ils avaient trouvé des manquements au lancement obligatoire notes que nous devons aux élèves, ils nous l'auraient dit. En tout cas, nous sommes extrêmement attentifs. Et ça, c'est la tâche essentielle que je donne au directeur, c'est d'être constamment à vérifier à travers les emplois du temps, à travers les cahiers de texte, à travers les devoirs donnés, que nous sommes vraiment dans les clous des programmes totalement. Pour ce qui est de la mixité, moi, je peux vous dire que il y a dans cet établissement beaucoup plus d'élèves non voilés que d'élèves voilés, il faut le savoir, puisqu'on a des collégiens et des lycéens. On a des enseignantes qui sont voilées, mais d'autres qui ne sont pas. D'ailleurs, des enseignants qui sont musulmanes, d'autres qui ne le sont pas. Donc, on a un mixage total. Sur les questions de mixité, je suis très sensible à votre question parce qu'effectivement, c'est une des choses auxquelles je me suis souvent attaché avec le directeur et les professeurs. C'est que nous ne pouvons pas accepter dans cet établissement que des parents nous disent « Ah ben non, je ne veux pas que ma fille s'assoie à côté d'un garçon ». Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, le directeur a été obligé de convoquer les parents qui avaient fait savoir qu'ils ne voulaient pas s'asseoir. Alors on leur a dit « Écoutez, c'est la règle dans l'établissement. Oui, mais il y a, dans la classe, on peut… » Non, non, on a dit « On ne partage pas d'un côté les garçons, de l'autre côté les filles. » On se mélange comme on a envie de le faire. Et ça, c'est un point important parce que même pour le PS, nous avons des cours mixtes et nous y tenons beaucoup, sauf quand les disciplines, on ne se prête pas évidemment à la discipline, je parle des disciplines sportives évidemment, ne se prête pas complètement au même jeu pour les garçons et les filles. Mais ça, c'est une attention de tous les jours sur le problème de mixité. J'ai été, moi, une fois amené à reprendre un professeur, qui m'avait dit, mais non, en définitive, il faut laisser les enfants se séparer par sexe. J'aurais dit non, à ce moment-là, vous n'êtes pas dans les clous d'établissement, vous ne pouvez pas y rester parce que vous, en venant ici, vous adhérez au caractère propre, et si vous n'y suivez pas, ben, vous ne pouvez pas y rester. Donc sur la mixité, on est très vigilant. Je ne peux pas parler au nom de tous les établissements musulmans, vous vous en doutez bien. Le président peut parler de tous ceux, au nom de tous ceux qui sont dans la fédération, qui ont signé la charte, et la charte le dit clairement, on va vous la laisser. Mais après, évidemment, je connais moi un établissement, je vous donne un exemple, nous sommes tous les deux au courant, nous avons voulu aller dans une école à Roubaix qui s'appelle Arc-en-Ciel, qui est une école musulmane, qui a été d'ailleurs faite par des convertis à l'islam, et elle nous a dit non, vous venez pas, nous ne recevons pas d'hommes dans notre établissement. Donc vous voyez qu'on a quand même des cas extrêmes. Hein. Voilà. Et voilà, donc il y a d'autres questions concernant, Madame la sénatrice, elle a posé, est-ce qu'il y a d'autres besoins scolaires indépendamment dans l'enseignement de la langue arabe et l'enseignement de la religion, de l'islam en général? Oui, il y a bien sûr d'autres motivations qui poussent les parents à inscrire leurs enfants dans un établissement privé musulman. Il y a la proximité, par exemple, il y a le port du voile. Certains parents, ils préfèrent que leurs filles ils gardent le voile, ou certains élèves aussi. On a des élèves qui portent le voile alors qu'on a les parents qui ne sont pas du tout pratiquants. Et donc ces élèves-là aussi, ils veulent garder leur voile, ils veulent s'inscrire, rester dans un établissement privé musulman. Il y a aussi la réussite scolaire, parce qu'aujourd'hui, les parents, ils sont conscients de la scolarité de leurs enfants. Il y a quelques années, peut-être les parents, ils étaient un peu ignorants, les parents, ils n'étaient pas… Mais aujourd'hui, on a une communauté musulmane qui donne de l'importance, vraiment, à l'éducation de leurs enfants. Et la réussite scolaire, c'est le défi à relever. Et le fait, par exemple, le lycée Averroès à Lille, qui a été classé premier en 2013, premier lycée en France en 2013. L'année dernière, elle était classée 15e sur, je ne sais pas, 2400, 2500 établissements, donc lycées en France. Le fait qu'il y a cette notoriété, il y a cette image les parents, ils font la queue pour inscrire leurs enfants dans cet établissement parce qu'ils voient qu'il y a le sérieux, il y a l'enseignement de qualité qui est affiché et donc ils veulent que leurs enfants réussissent leur scolarité. Ils sont prêts de payer, alors que juste à côté, il y a un établissement public, c'est gratuit. Mais ils préfèrent sacrifier vraiment. On a au lycée Averroès environ 60% des élèves boursiers. Pour vous dire que la réussite scolaire, c'est un défi vraiment à relever. Malgré ça, on arrive à afficher des taux de réussite vraiment extraordinaires avec des élèves qui viennent de milieux sociaux vraiment très difficiles.
Vous avez donc pu suivre ces deux auditions, celle d'Hervé Latsou, qui est le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix, et puis celle de Maklouf Mamech, qui est le président de la Fédération nationale de l'enseignement privé musulman. Vous pouvez revoir, bien sûr, ces deux auditions sur notre site internet publicsénat.fr.